chaque heure de télévision qui est fournie aujourd'hui en France, il y a 26 minutes qui sont fournies par ces 3 groupes industriels. Une pétition a été lancée. L'intitulé c'était une pétition pour défendre la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne. Les radios historiques, emblématiques, qui se sont certaines même installées sur la bande FM de manière pirate au tout début. C'est la principale en plus source d'information politique et générale, c'est Le Monde, Le Figaro, etc., Libération. Et en termes d'audience télévisuelle, ça concerne 44% de l'audience télévisuelle, qui est entre les mains de 3 groupes industriels. Donc c'est Bouygues, Bolloré, pardon, et avant c'était Drahi, maintenant c'est SAAD. Et donc ces 3 groupes industriels fournissent 44% de l'audience télévisuelle, c'est-à-dire que pour chaque heure de télévision qui est fournie aujourd'hui en France, il y a 26 minutes qui sont fournies par ces 3 groupes industriels. Donc ça pose énormément de problèmes en termes de pluralisme de l'information. Est-ce que c'est pertinent, enfin la réponse est non, mais de laisser autant d'impact médiatique, autant de médias entre les mains de quelques-uns, entre c'est des marchands d'armes, c'est des entreprises du luxe, c'est des entreprises du BTP, de la téléphonie et des banques, qui sont massivement propriétaires de la presse française. Ça pose des problèmes de conflit d'intérêts évidemment, puisque ça met l'information au service d'intérêts industriels et commerciaux, avec la problématique par exemple aussi de la censure, d'étouffer le journalisme d'enquête. Comment, quand on est journaliste à TF1, dont le propriétaire est Bouygues, comment on peut enquêter sur des affaires dans le BTP ou dans la téléphonie? Évidemment, il y a aussi de l'autocensure de journalistes. Et puis ça alimente la défiance des citoyens envers les médias, défiance qui est déjà catastrophique, puisqu'aujourd'hui il y a 57% des Français qui considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. 57%. Et donc tout ça, ça fait que ça biaise évidemment le débat, enfin le pluralisme de l'information, et ça nuit au bon fonctionnement de la démocratie. Un autre chiffre, c'est que le groupe Bouygues, par exemple, il capte presque autant d'audience que tout le service public audiovisuel français. C'est pour vous donner un peu l'importance de ces grands acteurs privés. Il y a eu une prise de conscience quand même assez récente de cette problématique-là. Bolloré a beaucoup fait pour nous, parce que avant c'était beaucoup plus discret, et c'est vrai que le raid politique et idéologique qu'a mené Vincent Bolloré ces dernières années, en servant en servant de rampe de lancement par ses médias à la candidature d'Éric Zemmour, ça a rendu visible quelque chose qui était beaucoup plus diffus auparavant. Et donc là, il y a quand même une prise de conscience du grand public, de gens qui avant ne se sentaient pas forcément concernés par ces questions, qui se sont dit il y a un problème autour de ça. Évidemment, Bolloré, par exemple, il s'en défend. Il a osé dire devant la commission d'enquête parlementaire en 2022: notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt uniquement économique. Et la force de groupes comme Bolloré, c'est que il a absorbé beaucoup de médias, et donc en fait, il y a des informations qui tournent dans le groupe de presse de Bolloré. C'est-à-dire une information, par exemple, qui va être lancée, une polémique qui va être lancée sur le plateau de CNews, elle va ensuite être reprise par Europe 1, et ensuite elle va faire la une du JDD le dimanche. Et donc ça va contribuer à faire tourner pendant plusieurs jours sur des médias d'un même groupe de presse une polémique à la noix qui va occuper l'espace médiatique. Puis ça contribue aussi à légitimer un certain vocabulaire, à certaines problématiques, avec une irresponsabilité des politiques qui, par exemple, Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, son premier geste, c'est d'aller parler sur les plateaux de CNews et d'Europe 1 et dans les pages du JDD pour dire que le problème du pluralisme de la presse en France, c'est à cause des médias publics et du service public de l'information. Donc on se dit qu'on est mal barré. Et Bolloré, alors c'est pas une exception, parce que c'est quelque chose qui est assez ancien, mais ça contribue, son intervention, à normaliser finalement l'intervention des propriétaires de presse dans les médias, puisqu'il a un interventionnisme très très fort. Quand je disais c'est pas nouveau, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qui se passait au temps du mandat de Nicolas Sarkozy. En fait, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il s'est marié avec Cécilia Siganer, ces 2 témoins de mariage, je ne sais pas si vous savez qui étaient les 2 témoins de mariage de Nicolas Sarkozy, c'était Bernard Arnault, propriétaire du Parisien et des Échos, et Martin Bouygues,
Bouygues, propriétaire de TF1. Quand il a été élu en 2007, Nicolas Sarkozy, il allait se reposer sur le yacht de son ami Vincent Bolloré, donc autre propriétaire de médias, et il déclarait à propos d'Arnaud Lagardère, qui était propriétaire d'Europe 1, Paris Match, JDD, etc. Il disait c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Et puis, il avait aussi dans les clients de son cabinet d'avocats Serge Dassault, propriétaire du Figaro. Donc, il y avait quand même une toile assez dense autour de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est pas récent qu'aujourd'hui, il y a une proximité entre les responsables politiques et les principaux médias de ce pays, mais c'est beaucoup plus visible et beaucoup plus problématique aujourd'hui. Le problème, il dépasse les médias. Parce que quand on parle de Vincent Bolloré, par exemple, Vincent Bolloré aujourd'hui, il est propriétaire de Canal+, de CNews, d'Europe 1, de C8, de Paris Match, du JDD, de Capital, de Télé Loisirs, de Géo. Il était propriétaire d'Editis, qui regroupait plus de 50 maisons d'édition, dont Robert Laffont, Bordas, Nathan, Plon, Julliard, La Découverte, Dictionnaire Le Robert. Il a dû vendre Editis pour pouvoir racheter Hachette, le numéro 1 de l'édition française. Hachette, c'est Grasset, Fayard, Stock, le livre de poche. Il voulait fusionner Editis et Hachette. C'est l'Europe, l'Union européenne, qui a mis un coup d'arrêt à cette fusion en disant il y a un problème de concurrence, voilà. Donc il a dû vendre Editis, mais s'il avait pour pouvoir acheter Hachette, mais s'il avait réussi à réunir Hachette et Editis, ça voulait dire concentrer 71% de l'édition parascolaire, donc tous les livres d'école, 63% des dictionnaires, 54% du livre de poche. Donc vous voyez, en termes de monopole, c'était quelque chose d'assez gravissime dans le secteur de l'édition. Aujourd'hui, c'est assez gravissime dans le secteur des médias. Et il est aussi propriétaire du puissant groupe de communication Havas, qui en plus est spécialisé dans l'achat d'espaces publicitaires dans la presse, et donc qui est un des principaux fournisseurs de publicité à beaucoup de médias français, qui sont donc dépendants de cette agence du point de vue de la publicité. Donc heureusement l'Europe s'y est opposée, mais on a quand même la construction d'un monopole qui est extrêmement problématique. Ça, c'est le problème de la concentration qui pour moi est le problème numéro 1 aujourd'hui du secteur médiatique en France. Et il y a un deuxième problème qui en découle, c'est l'extrême droitisation qu'on voit depuis quelques années de ce secteur-là. Alors, il y a des médias qui sont d'extrême droite et qui l'ont toujours été, et quelque part, c'est des médias privés, et donc chacun a le droit de diffuser, enfin, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, et donc des médias, par exemple, comme Valeurs Actuelles, fassent du Valeurs Actuelles, bon, voilà, c'est problématique, mais c'est leur droit. Par contre, il y a un autre problème, c'est que CNews, qui est devenue une chaîne clairement d'opinion diffusant des idées d'extrême droite, est une chaîne de la TNT, et la TNT, c'est un bien public. C'est-à-dire, ça nous appartient à tous, nous les citoyens, puisque c'est des concessions, des conventions qui sont signées entre l'État français et des propriétaires privés, des autorisations d'émettre, qui sont basées sur une convention, et dans la convention, ça dit que CNews doit respecter le pluralisme politique, doit être un média d'information, ce qui aujourd'hui, clairement, ils ne sont plus. Juste 2 ou 3 exemples pour vous montrer à quel point on a dérivé. Il y a Sleeping Giants, qui est un collectif qui sévit sur Twitter, notamment sur X, qui a fait une analyse des bandeaux qui sont en dessous des écrans sur CNews. Pendant une année, et en une année, sur 365 jours, pendant 335 jours, il y avait les mots immigration ou islam dans les bandeaux en dessous d'écran. Donc évidemment pas en bien, c'était toujours pour critiquer et pour dire que ça n'allait pas. Il y avait aussi les termes, une fois tous les 3 jours, il y avait abaya, wokisme, insécurité, peur, délinquance, trafic de drogue, voilà, enfin la rengaine habituelle. Et donc CNews est devenu vraiment une chaîne de la panique morale et de la peur générale. Et puis, bon, vous vous rappelez peut-être de l'anecdote de Pascal Praud, animateur de la chaîne, qui comparait le Fakizerani entre les punaises de lit et l'immigration, ce genre de choses. C'est aussi une chaîne du confusionnisme. Il y a des bandeaux, par exemple, qui disent « Le nazisme est-il passé à l'extrême gauche ?» Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu comment on arrive à faire un tel mélange dans la tête, ou 6 Français sur 10 qui croient au grand remplacement. Donc, je sais pas d'où vient ce sondage, mais pareil, c'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est vraiment une problématique, par exemple, d'une chaîne comme CNews. Et puis, l'autre problématique de CNews, c'est le non-respect du pluralisme, qui est pourtant légalement, ils sont contraints légalement à ça, normalement. Et là, c'est Arrêt sur Image qui a fait une étude sur les 6 derniers mois, sur le rendez-vous politique quotidien de CNews. Donc c'est l'émission de Sonia Mabrouk qui s'appelle La Grande Interview. Et donc il y a eu 79 invités depuis 6 mois, et sur 79 invités, il y a eu 4 invités de gauche. Donc en termes de pluralisme, ça se pose là.
Et donc cette problématique de l'extrême droitisation fait dire que les médias Bolloré aujourd'hui sont les plus délinquants du paysage audiovisuel français et ça se fait à nos dépens puisque c'est nous qui sommes propriétaires entre guillemets en tant que citoyens de ces chaînes de TNT. Et puis un troisième point que j'ai envie de citer, c'est la question de l'abrutissement par les médias aujourd'hui qui ne font plus de l'information mais qui sont un peu une machine à décerveler, une machine à, comme disait Raoul Wallenheim, à engranger de l'insignifiant dans la mémoire des résignés. Et donc voilà, on régit plus sur nos temps de cerveau disponibles, mais on reçoit en boucle des choses qui sont assez abrutissantes. Je prends souvent l'exemple de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, qui réunit 1,7 million de personnes chaque soir et qui diffuse une conception qui est quand même extrêmement problématique, une conception binaire du monde, avec une polarisation, une caricature des clivages qui rendent le débat impossible, qui explique jamais les causalités, qui voit toujours les problèmes, et puis les causes, c'est toujours, l'immigration, l'islam, c'est toujours des causes, toujours les mêmes. C'est des polémiques qui créent la sidération, et qui des fois nous épuisent, nous, ou on renonce à battre contre ces polémiques parce qu'on se dit, tous les 3 jours, il y en a une nouvelle. Et puis ils ont réussi à se légitimer et à se donner une légitimité de représentants du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui critiquer ce genre d'émission, c'est comme si on était méprisant vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des gens qui regardent ce genre d'émission. Mais elles sont pas du tout anodines, ces émissions. Il y a des études qui ont été menées notamment aux États-Unis et en Italie. Aux États-Unis, il y avait des études sur Fox News, qui a un peu un fonctionnement similaire à CNews. Et les études sur Fox News ont montré qu'il y avait un impact réel entre le fait de regarder CNews, entre le fait que Fox News arrive dans certains États américains et le vote ensuite politique. Donc clairement, ça faisait basculer en faveur du vote républicain. Et comme Fox News n'est pas arrivé en même temps partout aux États-Unis, ça a permis justement de mesurer cet impact-là. Et il y a eu une étude aussi en Italie qui a montré, donc qui s'appelle l'héritage politique du divertissement TV, qui a montré justement les conséquences de l'exposition juvénile, en tout cas de longue durée, aux chaînes Berlusconi, et qui montre justement que regardez beaucoup les chaînes Berlusconi, il y a une corrélation en tout cas entre le fait d'avoir des problèmes cognitifs ou des problèmes justement, une baisse de l'engagement des citoyens, une baisse de l'intérêt politique. Donc ça, c'est des choses qui montrent que c'est extrêmement problématique. C'est pas juste du divertissement, c'est pas juste quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui peut avoir vraiment des conséquences concrètes sur le débat démocratique et sur un impact sur le fonctionnement démocratique du pays. Face à ça, il y a un gros problème de réaction de l'État français qui aujourd'hui est assez passif. Il n'a rien fait pour contrer l'expansion de l'empire Bolloré. C'est l'Europe qui à chaque fois est intervenue pour des raisons de concurrence, de respect de la concurrence. Il y a une problématique aujourd'hui extrêmement importante, c'est que justement on est en période de renouvellement des conventions de l'ARCOM. Donc l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel français. Donc les chaînes de TNT doivent renouveler leurs conventions de manière régulière, la quinzaine de chaînes. Et aujourd'hui on est dans ce process-là. Donc elles avaient jusqu'à la semaine dernière pour candidater, les chaînes de TNT, pour dire je veux renouveler ma convention. Et l'ARCOM va étudier les candidatures là dans les prochaines semaines, faire des auditions et va donner un avis dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et il y a des pétitions qui circulent pour dire il faut stopper la convention qui lie l'État avec CNews, il faut donner le canal à quelqu'un d'autre qui respecterait ses obligations. Et donc il y a une commission d'enquête qui a été lancée à l'Assemblée nationale par le député insoumis Aurélien Saint-Toul, qui a auditionné les responsables de CNews, notamment des médias Bolloré. Et donc on espère que quelque chose va sortir de cette commission d'enquête, dont le rapport sort aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir dans les médias ce qui sort aujourd'hui de ce rapport-là. Il y a des propositions qui vont être faites, que l'ARCOM va s'en saisir et que les pouvoirs publics vont faire quelque chose, mais même si on est extrêmement pessimiste sur cette question-là.
Et en parallèle, on l'a dit un petit peu, il y a les poursuites Bayon sur lesquelles l'État aujourd'hui ne légifère pas et laisse proliférer le fait que des grands industriels puissent porter plainte contre des médias pour les empêcher de faire leur travail. Il y a une criminalisation des journalistes qui suivent par exemple des mouvements sociaux qui vont aller suivre quelque chose qui va se passer sur les OGM ou sur une cimenterie Lafarge, etc. Ils vont être mis en garde à vue au même titre que les militants qui font l'action en disant c'est pas grave, vous avez une carte de journaliste mais on n'a aucune preuve que vous n'étiez pas militant sur l'action, donc on vous met en garde à vue. Il y a plein de journalistes, il y a des journalistes qui sont en procès aujourd'hui pour ces questions-là. Il y a je pense que vous avez entendu parler aussi de Ariane Lavrieux, qui travaille pour le média en ligne Disclose, qui a subi 40 heures de garde à vue et une perquisition de 10 heures chez elle parce qu'elle avait dévoilé des secrets, l'État estimait que c'était du secret défense. Donc il y a une grosse problématique de l'État qui met des bâtons dans les roues, ou la justice qui met des bâtons dans les roues des journalistes d'enquête, et aujourd'hui c'est aussi une problématique. Donc il y a la non-régulation par l'Arcom, il y a la criminalisation des journalistes par l'État français, et puis il y a d'autres leviers, par exemple les aides à la presse, qui sont un des leviers de l'État pour favoriser le pluralisme de la presse. Et nous, on milite pour qu'elles aillent en priorité, ou en tout cas qu'elles soient fléchées vers des médias spécifiques, soit les médias indépendants, soit les médias d'enquête, en tout cas qu'il y ait des critères qui soient beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le titre le plus aidé par les aides à la presse, c'est Le Parisien, qui reçoit 12 millions d'euros chaque année, enfin l'année dernière. Le Parisien appartient à Bernard Arnault, qui, je pense, première fortune de France, qui n'a sans doute pas besoin d'avoir ces aides à la presse pour faire fonctionner ces médias. Donc il y a une problématique autour de tout ça qui nous pose question à nous sur l'avenir des médias en France. On est face à un gouvernement qui, de notre point de vue, notre analyse, en tout cas le regard qu'on porte à Politis, on a un gouvernement qui veut imposer un projet politique qui n'a pas de sens et que sa seule manière de l'imposer, c'est à coup de matraque ou à coup de 49.3. Comme ils n'y arrivent pas, ils essayent d'asphyxier la contestation politique et citoyenne, de décrédibiliser les adversaires politiques et de laisser monter dans les médias une panique morale pour inquiéter la population. Et dans des médias où il y a un peu une négation de la pensée, de la raison et du débat démocratique, des médias qui laissent faire aussi la gesticulation d'éditocrates qui ne contribuent pas à faire un débat démocratique et un débat médiatique serein. Et donc face à ça, nous on pense qu'il y a besoin de médias un peu qui justement prennent le temps, font de l'enquête, essayent de structurer le débat démocratique pour que justement on retrouve un peu de raison dans ce débat, et puis qu'on arrête d'être sur des peurs et des choses qui nuisent gravement au fonctionnement du débat démocratique aujourd'hui. Voilà. Quelques mots. Le paysage. Je suis désolée, c'était un peu pessimiste, mais voilà un peu la vision que moi j'ai aujourd'hui du paysage médiatique. Après ce tableau dressé d'un point de vue national, peut-être voir donc sur la Bretagne, comment est-ce que vous réagissez vous? J'ai noté par rapport au fait d'engranger de l'insignifiant dans le cerveau des résignés, dans la mémoire. Vous avez inventé d'autres choses, et donc peut-être en commençant par Splan, avec la description de ce qu'est Splan, et puis surtout de pourquoi Splan. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant Splan et qui devait exister, et qui existe maintenant grâce à Splan, et comment ça a existé? Est-ce que c'est uniquement le fait de journalistes, ou est-ce que c'est le fait plus large de citoyens mobilisés? Merci. Je le file, j'ai pas... Non, c'est bon pour le gobelet. Bonjour à... Il y avait un gobelet caché, j'avais pas voulu faire tomber avec lequel. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Alouette-Geffroy, journaliste pour le média Splan en français et Spland en breton. On est un média bilingue, média d'investigation dans la région. Et en fait, pour faire cet état des lieux et sur le pourquoi on s'est créé, je vais vous prendre deux exemples. Il y a plusieurs années, la journaliste Inès Léraud, connue pour son travail autour des algues vertes, ainsi que la journaliste Morgane Large, journaliste pour la radio RKB, ont subi des menaces, en l'occurrence des intimidations physiques. Inès a également subi, par exemple, des procès Bayon. Et on s'est inscrit, en fait, une pétition a été lancée. L'intitulé c'était une pétition pour défendre la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne. Pointu. Il y a eu 58 000 signatures en moins de 2 semaines.
de citoyens et plus de 300-400 journalistes. Et en fait, on a simplement regardé les noms des journalistes qui ont signé, on s'est dit qu'on se connaissait un petit peu, et on allait prendre un café, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on s'est inscrit d'abord dans un mouvement de défense de nos consoeurs, en se disant qu'il fallait surtout pas les laisser isolés. Et dans un second temps, on s'est dit, bon bah maintenant qu'on défend, on va passer à l'étape 2, et on va passer à la contre-attaque, en produisant des enquêtes au long cours et d'investigation. Et c'est un mouvement, et c'est important effectivement quand même de refaire effectivement cet état des lieux, et de se dire dans quel écosystème on s'inscrit. Parce que ça, les exemples que je vous ai donnés, ils datent, ça a commencé en de 2020-2021. Morgan Large a subi de nouvelles menaces récemment, il y a à peu près un an, et ça ne s'arrête pas. Le journaliste breton Nicolas Legendre, qui a reçu le prix Albert Londres pour son livre Silence dans les champs, le prix Albert Londres, c'est la plus haute distinction du journalisme francophone, a subi, lui, ainsi qu'Inès, l'héros, ainsi que Splend, une campagne de dénigrement, venant d'une association qui est en réalité un organe de communication du lobby de l'agroalimentaire, expliquant qu'Inès Léraud, Nicolas Legendre ainsi que Splend et toute sa clique sont des journalistes qui desservent des journalistes qui créent des théories du complot, des journalistes de la post-vérité qui souhaitent détruire l'agriculture bretonne. C'est ce qui est écrit, le document, nous l'avons publié, donc vous pouvez tout à fait le consulter, ce sont des citations dans le texte. Et ce que je viens de vous dire, en fait, ce sont des documents qui ont été envoyés à tous les dirigeants des secteurs agricoles et agroalimentaires bretons. Et donc c'est ça, ce qu'on a en face de nous, en fait, c'est une force de frappe importante de lobby, mais aussi d'organes de communication. Quand on regarde combien il y a de journalistes et combien il y a de communicants en France, le rapport est très simple, il y a 8 communicants pour un journaliste en France. Le rapport de force n'est pas équilibré. D'un point de vue simplement quantitatif, d'un point de vue financier, ça vient d'être expliqué. Donc on a ce problème de rapport de force et les enjeux qui sont derrière, qui sont des enjeux démocratiques et d'information, qui soient fiables et vérifiés. C'est vrai que derrière, du coup, on a créé ce plan, non seulement pour pouvoir se défendre en étant dans des logiques collectives, des dynamiques collectives, de pouvoir se parler, se défendre, s'inscrire dans des réseaux professionnels, et sur l'idée de la contre-attaque, on produit des enquêtes qui sont au long cours sur les sujets structurant la région. On est vraiment parti, notre point de départ, c'était évidemment les questions agricoles et environnementales. Et au fur et à mesure, on s'élargit sur la notion de l'intérêt général. Dans l'intérêt général, c'est très large, mais l'idée, c'est qu'il y a différentes thématiques. Par exemple, on va sortir demain une nouvelle enquête. Et si vous avez la curiosité d'aller voir, vous verrez qu'on n'est pas sur les sujets habituels agricoles, environnement. On ne traite pas que ça. On a fait une enquête, par exemple, sur les implants contraceptifs et sur propriété de Bayer-Monsanto. Il y a quand même un petit lien avec l'agroalimentaire. Enfin voilà, donc on élargit les sujets, mais on est vraiment sur les thématiques liées à la Bretagne et sur ces questions d'intérêt général. On fait toutes les enquêtes en binôme et en plus on a 2 référents au sein de Splend pour encadrer les enquêtes. Je le précise parce on veut pas justement être dans cette idée d'un journaliste tout seul et isolé. On est en collectif, aucun article n'est fait que par une personne et ça vaut dans toute la presse. Je veux dire, n'importe quel article est relu, il peut être corrigé, nos enquêtes sont relues par des avocats. Enfin voilà, on est dans une logique collective avant parution. Au niveau des financements, on refuse par exemple, on est financé quasi que par les dons des citoyens. On refuse les financements des collectivités locales et des entreprises. Et quand on reçoit des dons, on ne peut pas faire de dons supérieurs à 10% de notre budget global. Afin justement de ne pas créer de relation de dépendance avec un donateur. Donc on est dans cette logique d'indépendance financière, d'indépendance éditoriale, aussi parce que les journalistes qui avons créé Splend, on avait besoin d'un espace médiatique qui n'existait pas dans les médias avec lesquels on collabore d'habitude. Parce que, par exemple, je vous prends cette enquête, par exemple sur la méthanisation, c'est une enquête en 4 volets qui est hyper longue à lire. Autant vous dire que ce serait compliqué de la publier un volet dans chaque numéro d'un magazine, ça prend vraiment beaucoup de place, donc c'est assez compliqué. Donc on s'est dit on va créer nos propres espaces, prendre le temps qu'il nous faut et quand on est prêt, on publie pour essayer de sortir justement du cadre habituel des médias et de créer en fait l'espace qui nous convient et qu'on trouve jamais parce qu'on est tout le temps frustré dans les journaux dans les autres journaux pour lesquels on bosse. Donc on s'est dit qu'on allait créer un autre espace. Donc voilà, donc ça c'est la dynamique dans laquelle est Splend depuis 3 ans maintenant. Et ça fonctionne bien, et je pense que ça fonctionne bien parce qu'on répond à un besoin. Justement, cette pétition qui a recueilli beaucoup de signatures, il y a un besoin d'information sur l'agroalimentaire,
et sur l'environnement en Bretagne, et on répond à ce besoin-là, quoi. Donc aujourd'hui, là, on a 3 ans, on essaie de faire de plus en plus d'enquêtes sur des formats plus ou moins longs. On se développe aussi sur le format sonore avec les lectures des podcasts et la version papier, parce que c'est parfois dur à lire, hein, des trucs longs sur ordinateur. Donc voilà, on fait aussi la version papier qu'on essaie de développer, toujours publiée en français et en breton. On s'inscrit dans ce qu'on appelle un journalisme d'impact, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que nos enquêtes soient lues par un maximum de personnes. Donc nos enquêtes, on fait des partenariats avec différents médias. Je prends un exemple pour l'enquête sur les implants contraceptifs. L'enquête, elle est sortie sur notre site internet. On était en partenaire avec France 3 Bretagne, donc qui a fait un sujet là-dessus et qui a invité en plateau les journalistes. Donc là, vous voyez, on a une diffusion télé avec un autre type de public. En partenariat avec Mediapart, on a un autre type de public sur le web, et avec le magazine Elle. Et avec le magazine Elle sur leur site internet, d'avoir à gauche le sujet mode pour ou contre la jupe en jean, et à droite le rapport secret sur les implants contraceptifs. En termes d'audience, c'est vraiment super, et on tape large, et c'est hyper important. Donc cette logique d'impact qu'on a, et donc évidemment à chaque fois on contacte les médias locaux qui ne nous répondent pas pour travailler avec nous et collaborer sur les enquêtes. Donc, en tout cas, je pense pour le coup à la presse locale papier. Je pense à ça parce que je te vois, Xavier. Par contre, avec les radios locales, là, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Justement, on essaie de développer des déclinaisons, par exemple, enfin, reportage ou interview, où là, ça se passe mieux. Mais avec la presse locale papier, en l'occurrence Ouest France et Télégramme, nous n'avons pas de relation, pas de partenariat. Oui, du coup, un autre média local, alors, qui est pas récent, enfin, en tout cas, t'as la coordination de radios associatives qui s'inscrivent dans un héritage qui est déjà un petit peu long, les radios libres des années 80. Et alors, du coup, comment est-ce que tu lis, toi, le contexte, l'évolution du contexte et peut-être les enjeux qu'il y a devant vous en tant que radio associative? Alors, en effet, moi, je travaille pour la Corlab, Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, qui fédère 20 radios associatives donc réparties sur les 4 départements bretons, dont certaines ont 40 ans au compteur, des radios historiques, emblématiques, qui se sont pour certaines même installées sur la bande FM de manière pirate au tout début. Certaines radios ont accompagné des luttes emblématiques sur notre territoire. On peut citer Radio Plogoff dans le Cap Cisin, où les habitants et les militants anti-nucléaires s'étaient servis de la radio aussi pour médiatiser leur lutte. Et pour l'anecdote, l'émetteur artisanal de Radio Plogoff a été repris par Fréquence Mutine à Brest pour démarrer sa diffusion sur Brest. Donc on est dans cet héritage-là d'un mouvement expressiviste, celui des radios libres, qui visait donc à la fin des années 70, début des années 80, à prendre la parole et à donner la voix à ceux qui n'ont pas ou ceux qui n'ont peu, et médiatiser toute forme de lutte. Des luttes communautaires, des luttes écologistes, des luttes syndicales, etc. Donc aujourd'hui, les 20 radios adhérentes à la Corlab s'inscrivent dans cet héritage. Évidemment, les choses ont changé. On est des médias désormais installés. On n'est plus des médias pirates. On se revendique Radio Libre, mais maintenant l'acronyme, vous voyez, de la Corlab, c'est Radio Locale et Associative de Bretagne. Je dis Radio Libre et Radio Indépendante, c'est pas anodin, parce que pendant longtemps, il n'était pas simple de fédérer des radios qui se revendiquaient libres et indépendantes. Chacune cultivait un petit peu son originalité et son particularisme. Et donc, il y a eu pendant longtemps aussi des divisions entre les radios. Et depuis quelques années, on travaille toutes et tous très bien ensemble. Et dans les 20 radios, on retrouve donc des radios musicales, des radios étudiantes, des radios en langue bretonne, des radios bilingues, des radios généralistes de proximité qui ne sont ni musicales, ni étudiantes, ni bilingues, vous voyez. Donc, il y a un petit peu tout ce mélange de radios. Et est-ce qu'on peut déjà se considérer comme des radios indépendantes? On est des radios subventionnées. Des radios subventionnées par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est donc le dispositif propulsé par la loi de 1986 qui permet à chaque radio autorisée à émettre en FM et désormais en DAB+, à recevoir une subvention annuelle de la part du ministère de la Culture, donc une subvention de fonctionnement socle. La souveraineté aussi de notre processus de diffusion. La souveraineté, ça passe par
aussi la maîtrise de son procédé de diffusion, c'est-à-dire pendant longtemps les radios libres, les radios locales étaient des sacrés dégourdis capables de construire leur émetteur et voulaient tout maîtriser de la chaîne de diffusion. C'est aussi un enjeu de souveraineté que de ne pas être dépendant de mécanismes de diffusion qui sont très peu concurrentiels, à vrai dire, dans le marché des towercos. TDF et Towercast sont les deux opérateurs qui organisent la diffusion en France. Donc l'accès à la ressource est un enjeu. Et sauf que cet accès à la ressource, désormais, il s'inscrit dans un contexte assez complexe, une révolution, on va dire, technico-industrielle, puisque, vous l'avez peut-être entendu parler, j'espère en tout cas, que la radio fait sa transition vers le numérique, et de la FM, nous allons transiter vers le DAB+, le DAB+, et cette transition ne se fait pas sans difficulté pour les radios associatives, puisque cela impose aux radios de devoir reconquérir une fréquence auprès de l'autorité de régulation, l'ARCOM, et donc il y a pour nous un enjeu d'exister et de maintenir notre place dans le paysage audio numérique de demain, et cela se fait dans une transition qui est lente, qui est coûteuse, puisque l'ARCOM évoque une possible extinction de la FM dans le meilleur des cas à l'horizon 2030, mais à vrai dire ça devrait plutôt se situer à l'horizon 2040, avec donc une double diffusion FM et DAB+, qui va contraindre donc les radios à assumer des coûts de diffusion qui peuvent mettre en péril en fait, la santé financière des radios. Et pour autant, on ne peut pas laisser le train du DAB+, passer devant nous sans monter à bord, parce que s'il y a extinction de la FM à l'horizon 2040 et qu'on ne s'est pas installé dans le paysage DAB+, ben c'est trop tard, les fréquences ont été distribuées et ont disparu du paysage. Donc c'est un enjeu délicat pour les radios que de se situer et maintenir une place dans la reconfiguration de ce paysage, avec toutes les limites d'une technologie qui pour l'instant est promise et garantie en milieu urbain. On peut écouter aujourd'hui du DAB+, à Brest, à Rennes, et après-demain on pourra l'écouter à Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Morlaix et Vitré. Mais pour l'heure, la technologie n'offre aucune garantie de diffusion en milieu rural. Et ça, pour l'instant, l'ARCOM ne sait pas nous dire comment le paysage en DAB+, se constituera en milieu rural. Et à la Corlab, évidemment que j'ai des radios qui émettent en pays de Brocéliande, en Centre-Bretagne, en pays de Saint-Malo, dans les Abers, et quid de ces projets-là si la technologie ne permet pas d'offrir un programme éditorial sur ces territoires. Vous voyez par exemple RKB, Radio Crest-Braise, on en parlait, Radio Crest-Braise, vous voyez, Centre-Bretagne, c'est très clair. Et ben, la seule tactique de la radio pour l'instant pour avoir une certitude de faire partie du paysage DAB+, a été de candidater à Saint-Brieuc. C'est pas pareil que d'émettre et de diffuser à Saint-Brieuc que de proposer un contenu aux habitants du Centre-Bretagne. Donc il y a une vraie incertitude technico-industrielle, technologique, pour maintenir notre place dans le paysage médiatique de demain. Merci, on va du coup passer la parole à la salle, et puis ensuite on reviendra sur les leviers, sur les menaces et les opportunités, avec peut-être aussi la loi de la réforme possible de la loi de 1986 sur les radios, mais déjà vous donner la parole sur ce premier tour d'horizon, ces constats, si vous avez des compléments, des questions, des analyses, des remarques, des interrogations, des étonnements. J'ai une question pour Agnès Rousseau. Merci à tous les quatre. Peut-être, je propose qu'on se présente d'un mot, peut-être comme ça situe. On peut se présenter d'un mot avant la question, comme ça présente. Kaina Saadi, moi je suis de l'association Anticorps. Et merci aux intervenantes et intervenants. J'ai une question pour Agnès Rousseau. Est-ce que vous savez si il y a eu des projets alternatifs qui ont été déposés pour la fréquence de la fréquence qui sera pour laquelle l'ARCOM va rendre un avis, puisque c'est remis sur le marché là, pour CNews. Je sais qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Après, on ne connaît pas l'ensemble des candidats puisqu'ils ont été déposés la semaine dernière et je pense qu'il y en a certains qui sont restés secrets. Enfin, je pense. Je sais qu'il y a un média indépendant en tout cas qui a déposé une candidature. C'est le média qui s'appelle Le Média pour justement une chaîne de TNT. Mais j'en sais pas plus que ça pour le moment.
Donc en fait, oui, il y a forcément plus de candidats que de chaînes, mais je ne les connais pas en détail. Merci, je suis Amadou Diallo. Je travaille pour Radio Terre, basé à Toulouse, et également membre du réseau Terre Afrique. Alors, vous avez parlé des médias industriels, gérés par les industriels, je voulais dire. Est-ce qu'il y a un handicap pour que les médias soient dans les mains des industriels, selon qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment peut-on faire ou être censuré par une industrielle? Vous avez parlé de Vincent Bolloré qui gère plusieurs médias. Et on a constaté tout récemment, il avait des problèmes avec la justice. Mais je pense que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Si vous parlez des journalistes indépendants, peut-être c'est des journalistes qui ne dépendent pas de quelqu'un. Alors, si vous parlez on évite on évite souvent le racisme, comme on aime le dire. Mais souvent, on a constaté ces derniers temps, on parle souvent des élections sur les élections européennes, sur l'Ukraine, parce que c'est basé souvent sur l'Ukraine et du Gaza. Est-ce que c'est un atout de parler comme vous avez annoncé tout de suite là, par rapport au racisme, sur les bandes d'annonces? Vous avez parlé de bandes d'annonces où il y a certaines qui parlent souvent ou qui annoncent. Est-ce que c'est le contenu qui n'est pas le bon contenu donné par des rédactions, ou vous trouvez que c'est important pour la population? Moi, je pense que je ne sais pas si vous comprenez ma question là. Non, en ce qui concerne ce que la population veut savoir, parce que les médias vivent, surtout les médias privés, vivent soit des publicités ou d'abonnements. Alors, si on parle du Gaza, on parle du Hamas, si c'est ce qui intéresse beaucoup plus la population que de parler politique, est-ce que vous trouvez ça normal, ou est-ce qu'il faut changer la méthodologie de travailler? Quelle relation doit exister entre les patrons de presse et les politiques? En quoi doit exister entre les médias publics et privés, au-delà de donner les informations ou aller à la source? Merci. Ouais. Alors, du coup, beaucoup de questions à tenter de répondre, et notamment sur l'avant-dernière. Moi, ça m'évoquait aussi le programme du CNR en 1945 qui avait pour vocation de séparer les forces de l'argent, je crois que c'était la formule, et les médias. Donc, par rapport aux relations entre les politiques et les patrons de presse, je pense qu'on n'y est plus du tout. Peut-être pour répondre à une de vos questions sur est-ce qu'il faut parler de ce que veulent les spectateurs, je pense que le principe de base de nos médias, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui nous lisent. Donc de toute façon, on est dans un monde de marché, il faut qu'il y ait de l'offre et qu'il y ait de la demande. Et c'est pour ça qu'il y a des médias qui meurent, il y a des médias qui naissent, et il y a des médias qui correspondent plus aux besoins d'une population donnée. Il y a des médias qui se créent, et ça c'est pas grave. Enfin voilà, ça fait partie du renouvellement. Comme il y a des associations qui se créent à un moment donné et qui correspondent plus à des besoins, elles disparaissent. Il y en a d'autres qui se créent sur des nouveaux besoins. Donc ça, c'est pas quelque chose de problématique. Il faut juste que effectivement, il y ait pas de, qu'il y ait la possibilité de le faire, de créer des nouveaux médias quand il y a ce nouveau besoin. Et ça aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc on l'a vu sur la télévision ou sur la radio, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Il y a des coûts aujourd'hui qui sont de plus en plus importants. Par exemple, avant, il y a 10 ans, créer un média web, c'était facile entre guillemets. Il y avait peu d'infrastructures, ça restait assez facile
facile. Et puis, il y avait des réseaux sociaux qui contribuaient à la diffusion des contenus des médias. Aujourd'hui, le rapport de force, il s'est complètement inversé avec les plateformes et les réseaux sociaux, où en fait, les réseaux sociaux veulent finalement que le public reste sur les réseaux sociaux. Donc, ils favorisent pas du tout dans leurs algorithmes les médias. Et donc, on est obligé, par exemple, en tant que média, de payer les réseaux sociaux pour qu'ils diffusent nos contenus à un public beaucoup moins restreint que ce qu'on fait naturellement. Et donc il y a toute une problématique aujourd'hui de l'inversion du rapport de force avec ces plateformes-là, qui fait que c'est plus compliqué aujourd'hui de créer des médias, par exemple, sur le web. Et sur le papier, c'est pareil, il y a une problématique de coûts de fabrication qui sont nettement supérieurs aujourd'hui par rapport à avant, et notamment le prix du papier qui a très fortement augmenté. Alors là, il a un peu diminué, il s'est un peu stabilisé, mais par exemple pour Politis, ça a été des coûts, ça a augmenté. La tonne de papier, elle est passée de 500 € la tonne à 1400 € la tonne en l'espace de 18 mois. Donc je sais pas si vous voyez pour un journal l'augmentation de la courbe du coût de production que ça peut avoir. Mais ça a vraiment clairement mis en péril pas mal de journaux papier qui, d'un seul coup, ont vu leur coût de production énormément augmenter. Donc ça, c'est une première réponse sur, voilà, c'est un marché, les médias, et il faut s'adapter aussi à ça. Et dans ce que vous posiez comme question, je crois qu'il y a la question aussi de quelle est la définition de l'indépendance, enfin, quelle définition, pourquoi on peut dire qu'un média est indépendant? Il y a l'indépendance éditoriale. L'indépendance éditoriale, ça veut dire qu'il y a une rédaction qui est autonome dans le choix de ses sujets. Il y a beaucoup de rédactions qui vont dire qu'elles sont indépendantes, mais pour moi et pour beaucoup de médias indépendants, l'indépendance éditoriale, elle est garantie par l'indépendance économique et l'indépendance capitalistique. Économique, ça veut dire qu'on a les moyens de subsistance, et donc on n'est pas complètement dépendant de subventions ou d'autres sources de financement qui vont nous mettre en situation de dépendance. Et l'indépendance capitalistique, il y a une définition qui est donnée par le syndicat de la presse indépendante qui est assez reprise un peu partout, c'est de dire que le propriétaire des médias, majoritaire des médias, donc ça veut dire que 51% du média est entre les mains de gens qui travaillent dans le secteur médiatique. C'est pas des intérêts autres, c'est pas des marchands d'armes, c'est pas des banques, c'est pas, voilà, c'est des gens qui sont dans le secteur médiatique, que ce soit les journalistes eux-mêmes, que ce soit des propriétaires qui travaillent dans le secteur des médias, ou que ce soit des lecteurs. Je prends l'exemple de Politis. Par exemple, Politis, c'est une entreprise, une SAS, mais son actionnaire majoritaire, c'est une association. Et l'association est réunie à parité des lecteurs de Politis, 500 lecteurs de Politis, 500 lecteurs et lectrices de Politis, et l'ensemble des salariés de Politis. Et donc, on a à parité une gestion qui est une gestion par les premiers concernés, c'est-à-dire les producteurs de l'information et les consommateurs de l'information sont propriétaires de leur outil médiatique. Et ça fait partie. Alors, il y a plein de modèles différents. Il y a des modèles associatifs, il y a des modèles coopératifs, il y a des modèles comme celui de Politis, de SAS, sous contrôle d'organismes non lucratifs, par exemple. Mais c'est des modèles qui garantissent effectivement l'indépendance éditoriale, économique et capitalistique des médias, et qui pour nous, en tout cas médias indépendants, est vraiment le gage, parce que tous les gros médias vont se dire on est médias libres, on est médias indépendants, nous sommes des journalistes indépendants. C'est une notion qui est extrêmement galvaudée aujourd'hui, et tout le monde a envie d'être indépendant ou libre. Mais nous, en tout cas, moi, c'est la définition que je retiens, c'est que les moyens de production sont entre les mains des gens qui soit la consomment, soit la produisent. Vous posez la question de est-ce qu'il est souhaitable ou non que les industriels soient propriétaires de médias. De toute façon, ils le sont. Alors, est-ce que c'est souhaitable ou pas? N'empêche qu'ils le sont, et que le constat que vient vous exposer Agnès fait qu'il y a un paysage qui est largement dominé par les industriels. Moi, la question que je préfère poser à l'inverse, c'est est-ce qu'il est souhaitable que des médias ne soient pas possédés par des industriels? Moi, je trouve ça formidable que des médias locaux puissent être portés par des énergies associatives, par des conseils d'administration bénévoles qui portent ensemble la responsabilité d'un média, en respectant évidemment le cadre réglementaire fixé par la loi, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun propos complotiste, discriminatoire, raciste, sexiste sur les ondes. Je trouve ça formidable que ce soit une responsabilité partagée par des bénévoles d'un même territoire qui racontent eux-mêmes le lien avec le territoire où ils vivent. Et cet accomplissement démocratique est pour moi des réussites des radios associatives, c'est de porter cette responsabilité politique et médiatique collectivement,
et faire vivre en plus un espace de convivialité sur les ondes, pour que, au-delà des enjeux qui traversent le territoire, on puisse aussi apporter une autre forme de divertissement. Une forme de divertissement qui permet d'aborder la question des musiques, des cultures, des arts, tels qu'ils sont pratiqués et inscrits sur nos territoires. Et on est en Bretagne, et donc s'il n'y avait pas eu les radios associatives pour porter la langue bretonne et maintenir l'expression médiatique de la langue bretonne, mais désormais aussi l'expression de la langue galaise, je pense que le nombre de locuteurs aujourd'hui, tel que on les recense en Bretagne, serait largement inférieur. Donc, et j'ai pas trouvé d'industriel. Il y a eu l'expérience TV Braze, mais qui n'a pas été très très concluante. Donc j'ai plutôt confiance moi aux énergies citoyennes pour porter ce type de démarche-là, plutôt qu'aux industriels de mon territoire ici en Bretagne. On va continuer à faire confiance aux énergies citoyennes pour les questions. Germain. Là, je voulais répondre, pardon. Oui, je voulais juste rebondir sur les 2 points. Sur la question des industriels, vous l'avez très bien dit, c'est celui qui donne qui décide. Donc à partir de là, il y a forcément un angle mort. Si le propriétaire industriel produit des gobelets, ça va être est-ce que je vais faire un article sur les gobelets? Bah, soit je me dis non parce que je vais être censuré, mais même si je me dis que je vais peut-être être censuré, du coup je vais pas le faire. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Et donc déjà là, tout est fait, quoi. Et ça, effectivement, dans la presse, il y a des angles morts, il y en a quand même beaucoup. Et avec les quelques propriétaires, bah, on multiplie les angles morts dans beaucoup de journaux, donc effectivement c'est un problème. Et sur la question éditoriale, est-ce qu'il faut publier quelque chose en fonction de ce qu'aiment ou ce qu'aimeraient nos lecteurs? Je trouve la question intéressante dans le sens où c'est un peu la question de quelle est notre mission, quel est notre travail finalement. Parce que si on fait des études d'audience et qu'on se dit bah, nos lecteurs adorent les vidéos de chats, du coup on va faire des vidéos de chats, on va se spécialiser là-dedans. En fait, il y a un problème. Moi, je suis vraiment convaincue qu'en tant que journaliste, on doit servir l'intérêt général et le débat démocratique, et parfois on doit donc aller sur des sujets qui vont pas engendrer du clic, qui sont compliqués, assez râpeux, pas faciles à expliquer, et qu'en même temps c'est exactement ça. Et je pense aussi qu'en tant que lecteur, spectateur, auditeur, auditrice, on a aussi envie de se faire surprendre en fait, parce que sinon on regarde notre bulle de filtre sur TikTok et on va regarder nos vidéos de chat, quoi. Mais quand on ouvre un journal, par exemple justement comme Politis qu'on reçoit, on sait pas ce qu'il va y avoir au menu. On fait confiance à la ligne éditoriale et on va se faire surprendre, on va lire des sujets qu'on ne lirait pas, parce qu'on n'irait pas le chercher tout simplement, et là il vient à nous. Et je pense que cet effet de surprise, c'est ça aussi qui fait l'intérêt des médias, c'est de se faire surprendre, en ayant toujours en ligne de mire cette question de l'intérêt général, quoi. Je fais partie de l'association pour l'écologie du livre. Face à ces concentrations horizontales et verticales dont vous parlez, est-ce que vous mettez en place, par rapport à la question de l'accès aux ressources, le fait de garder une forme d'indépendance ou d'autonomie vis-à-vis des réseaux sociaux, peut-être d'avoir un réseau social qui nous appartient, par exemple, vis-à-vis du papier, vis-à-vis des technologies, j'ai pas tout compris, de radio auxquelles vous avez j'ai l'impression que vous subissez du coup un passage d'une technologie à une autre et en forme d'adaptation. Est-ce que ça c'est des choses que vous enclenchez dans vos réflexions, ou est-ce que vraiment vous n'avez pas du tout la main dessus? Voilà. J'aurais mal à faire une réponse uniforme pour les 20 radios adhérentes. Chacune a sa stratégie, on va dire. Évoquer le DAB+, c'est vraiment quelque chose qui est imposé par le législateur qui a dit on va passer au DAB+, donc il faut prendre le train, ou si on était un FM demain, vous ne serez plus dans le paysage. Donc là, pour le coup, il y a des choses qui s'imposent, qui sont des contraintes réglementaires, sur lesquelles finalement on a très peu de marge de manœuvre. Après, on y va pas, mais il faut assumer, quoi. Pour ce qui est des choix éditoriaux, tout d'abord, avant de parler des choix technologiques, les radios associatives, je pense ici à Canal B, qui va d'ailleurs co-animer tout à l'heure un plateau avec Syllab. Canal B a fait le choix depuis plusieurs années de ne plus avoir de matinale, parce que, considérant qu'on n'avait peut-être pas besoin d'entraînement de l'actualité chaude, qu'il y avait suffisamment d'offres médiatiques pour s'informer le matin, et qu'il y avait des très bons journalistes qui étaient capables de raconter ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN, et qu'on n'est peut-être pas obligé en tant que radio associative de se plier à cet exercice de matinale où on n'est pas forcément les mieux armés, etc. Et donc Canal B a fait le choix d'autres formats, d'autres magazines qui permettent de traiter les sujets plus en longueur et de consacrer peut-être plutôt 45 minutes
dans une interview plutôt que de faire une chronique de 7 minutes qui permet quand même d'aller moins traiter des sujets dans le fond. Donc là, il y a une des particularités des radios associatives, c'est de aussi se permettre de s'affranchir de formats éditoriaux pour s'offrir du temps long, qui sont autant d'espaces de respiration et d'analyse sur certains sujets. Sur des choix technologiques, il y a aussi certains animateurs, animatrices au sein des radios de la Corlab qui ont décidé de ne plus être sur Facebook. Alors que pour autant, on sait que si on veut aller pusher un peu nos programmes, bah, il faut les publier, les mettre en podcast, et tant qu'à faire, leur donner une petite notoriété sur les réseaux sociaux, sauf qu'on a bien vu à quel point c'était un petit peu très très énergivore et qu'on n'a pas envie d'être pieds et poings liés aussi sur ces espaces. Donc on assume aussi de ne pas forcément publier tous nos programmes sur les plateformes. Certaines radios font le choix de publier leurs playlists sur Spotify ou sur Deezer, d'autres radios ne le font pas, considérant que c'est leur secret industriel et que si vous avez entendu un chouette morceau de Cold Wave sur Fréquence Mutile, et ben vous avez qu'à écouter Fréquence Mutile, peut-être vous le réécouterez dans 72 heures, c'est la force du hasard, c'est la force du random aussi. C'est des choix qui appartiennent à chaque radio et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des CA souverains, bénévoles et indépendants qui font ces choix-là. Et il y a des éléments de contexte où parfois les choix sont difficiles. Sur le DAB+, par exemple, la radio Plume FM, qui est une radio associative installée donc à Serran, donc dans le Morbihan, à côté de Ploërmel. Depuis des années, la radio voulait aller à Vannes, elle aussi. Mais économiquement, elle s'est rendue compte que c'était juste intenable, que s'il fallait diffuser en FM sur son territoire, diffuser en DAB+, sur le territoire de Vannes, tout en ouvrant l'antenne à Redon qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, économiquement, ça n'allait pas être possible. Donc il y a aussi des renoncements. Donc on est pris avec cette histoire de DAB+, entre un esprit de défense et un esprit de conquête. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure sur les choix qui ont été faits ici en Bretagne, où on a aussi saisi DAB+ comme une opportunité pour créer un nouveau média. Juste des petites remarques et puis peut-être en te présentant pour ceux qui ouais, c'est ça, Germain, Philoche du CRID, est très intéressé par la question de presse. Et en fait, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous disiez, Agnès, que la stratégie de l'extrême droite, elle n'est pas complètement finie, et que, en fait, on va aussi assister à des médias qui vont émerger, qui vont, comme Livre Noir par exemple, être créés par l'extrême droite, qui vont avoir une stratégie de contre-attaquer par rapport à ce que nous, le camp de la gauche, on a réussi globalement à mettre en place ces dernières années, notamment grâce à Mediapart, grâce à Politis aussi, qui était dans des difficultés financières il y a quelques années, qui aujourd'hui va mieux. Bon, c'est un peu compliqué, bon bref. En tout cas, on a eu quand même à gauche, on s'est emparé de cette question-là, la question des médias, pour essayer de contrebalancer la presse majoritaire dépendante des milliardaires. Mais je suis pas sûr qu'on ait fini complètement le travail. Voilà, on a des petits défis devant nous. Et du coup, je veux pas anticiper la question d'après sur les leviers, mais quand même un petit peu. Je me dis, en fait, les médias indépendants, ils ont quand même un rôle à aller au contact des élèves, des jeunes, dans les écoles, dans les lycées, ce que la presse nationale dépendante des milliardaires ne fera jamais. Et peut-être que ça, c'est quand même un levier pour aller juste se présenter et présenter d'autres formes de médias. Je suis pas sûr qu'on le fasse assez, parce que moi, j'étais prof pendant longtemps, avant d'être CRID. Et je sais que, en fait, les élèves, un rapport, j'étais prof en lycée pro, ils avaient un rapport très difficile avec les médias. Parce qu'à la fois, ils n'y croyaient pas, 57% des Français ne croient pas dans ce que disent les médias. Bon, par ailleurs, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais les élèves, du coup, sont conscients de ça. Et en même temps, ils regardent. Ils sont attirés par Hanouna et ils sont attirés par un discours qui va être jugé comme de la contre-culture. Parce que c'est aussi un peu ça. Parfois, il y a aussi des médias qui arrivent, alors qu'ils sont complètement dans le mainstream, ils arrivent à se positionner en contre-culture. C'est quand même assez surprenant. Mais ça marche, quoi. Et donc, juste en fait, parfois aller se présenter, dire, ah bah voilà, il y a tel média qui existe. Il y a Politis, il y a Mediapart, mais il y a aussi Blast, il y a aussi, enfin, il y en a plein, je vais pas faire la liste, pour pas faire de jaloux, mais il y en a vraiment plein, et peut-être que juste aller au contact avec eux, ça peut être bien. Après, il y a aussi une autre piste, à mon avis, qui serait intéressante d'étudier, c'est les sujets qu'on aborde, parce qu'à gauche, les médias de gauche abordent des sujets très sérieux, les algues vertes, la corruption, la violence, les discriminations, évidemment, c'est des sujets très importants et qu'il faut continuer de traiter.
Mais on peut pas, à mon avis, se cantonner à ça. Il faut faire attention aussi à se dire, parfois on a besoin d'un peu de légèreté, quoi. On a besoin aussi d'un peu de respirer, des sujets, voilà, qui sont pas forcément très politiques, mais qui sont quand même importants, ou qui peuvent aussi attirer des nouveaux spectateurs, auditeurs, lecteurs. Et du coup aussi parfois se dire qu'il y a d'autres champs qu'on n'investit pas forcément, mais qu'il faut investir non pas en se reniant, mais plutôt avec, au contraire, en adoptant une même méthode. Parce que quand même la différence entre les médias des milliardaires et les médias indépendants, c'est la méthode aussi. Parce que qui va vérifier les sources précisément, qui va vérifier les attaques en justice ou les procès-verbaux, ou qui va vérifier tout ce travail-là? C'est plutôt les médias indépendants, justement. Les médias des milliardaires, c'est nous, ils vont pas vérifier ça, les sources. Donc on a une méthode dans les médias indépendants qu'il faut propager, qu'il faut diffuser, et qu'il faut honorer, quoi. Enfin, qu'il faut dire que c'est ça le journalisme, en fait. Le reste, c'est pas du journalisme. Et après, ça nous permet, à mon avis, d'aborder un certain nombre de sujets sur lesquels on n'était pas forcément attendus, ou en tout cas sur lesquels on n'avait pas forcément vocation à aller. Voilà. Et puis, peut-être, dernière chose pour conclure, c'est le fait que non, voilà, bah non, j'ai tout dit, en fait. Il y a des sujets de gauche et des sujets de droite, ne pas se contenter de notre champ d'action, essayer d'en trouver d'autres. Mais merci en tout cas beaucoup pour ce que vous faites tous les trois. Et effectivement, alors du coup, peut-être ces pistes-là, donc aller voir les élèves, y compris pour leur expliquer les méthodes, la différence qu'il y a entre les méthodes, et puis voir un peu comment est-ce qu'on peut diversifier les sujets, etc. Est-ce que ça fait partie alors des pistes qui ont émergé d'un travail dont j'aimerais bien qu'on parle, qui est un travail vraiment conséquent et puis charnière, quoi, sur les états généraux de la presse indépendante et ce qui en est sorti. Voilà, quels sont un peu les principaux leviers d'action, encore une fois, qu'on peut identifier grâce à ce travail, qui d'ailleurs, je crois, a émergé parce que Macron a voulu des états généraux de la presse, mais complètement téléguidés, etc. Et j'allais dire fake, quoi. Alors, du coup, vous avez pris ça très très au sérieux. Et c'était aussi l'occasion d'un travail intermédiaire indépendant. Voilà. Ouais, je vais parler de cette initiative-là. En fait, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, enfin je crois que c'était en septembre dernier, a lancé des états généraux de l'information avec l'idée de réformer le secteur de la presse. Donc ça nous a tout de suite beaucoup inquiétés. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer, et il y a des groupes de travail qui ont été créés, on a été auditionnés, enfin voilà, il y a tout un process de commission, de débat en région qui a été lancé. Les résultats vont être donnés là courant du mois de juin, je crois, et on est un peu inquiet de ce qui va ressortir de ça. Et donc on a créé avec une centaine de médias indépendants et d'organisations proches des médias, des syndicats, etc., les états généraux de la presse indépendante, EGPI. Ça a été lancé à l'initiative de Fonds pour la presse libre, qui est un fonds de dotation qui a été créé à l'initiative de Mediapart. Et ces EGPI, ils ont en quelques semaines réuni tous ces acteurs-là et on a réussi à se mettre d'accord sur 59 propositions. 59 propositions qu'on souhaite porter en tant que tiers secteur de l'information. Et ça va des aides à la presse à ce qu'on a dit sur la précarité des journalistes aussi, à la réforme de la question de la concentration de la presse. Moi, il y a une mesure, enfin si je retiens une mesure phare de ces propositions-là, c'est la question de la concentration de la presse. Et la concentration de la presse, elle dépend d'une loi qui est la loi de 1986, qui a défini des seuils de concentration à ne pas dépasser. Et cette loi, elle est complètement obsolète. Parce qu'en 1986, tout simplement, déjà, il n'y avait pas d'informations sur Internet, qu'elle prenait pas en compte non plus les périodiques, les magazines, et donc en fait, il y a énormément de choses à réformer dans cette loi. Donc pour réduire la possibilité de concentration entre les mains de quelques industriels, pour qu'ils puissent pas posséder autant de médias qu'ils le sont aujourd'hui, pour redéfinir aussi ce que c'est que l'audience, parce que l'audience a beaucoup évolué depuis 1986 et aujourd'hui on a des définitions qui sont largement obsolètes.
Il y a aussi le fait que la loi, elle prend en compte que la concentration horizontale, c'est-à-dire elle dit il n'y a pas le droit d'avoir plus de tant de médias d'information politique et générale, une radio, une télé, un quotidien national par exemple entre les mains d'une seule personne, mais elle tient pas compte de la concentration verticale. Aujourd'hui, la problématique par exemple, c'est que les médias, enfin les propriétaires de médias, ils ont les médias, mais ils ont aussi les sociétés de production qui produisent le contenu qui vont être injectés dans les télévisions, et ils maîtrisent aussi les canaux de diffusion. Par exemple, la Freebox, la B-Box, tous ces canaux de diffusion qui font que les foyers français ont Internet et la télévision dans les maisons. C'est aussi les mêmes industriels qui les possèdent. Donc ça fait une forte concentration verticale. Donc la loi de 86, elle dit rien là-dessus. Elle dit rien non plus sur l'échelon local. Elle donne des seuils à l'échelon national, mais elle dit pas comment on va favoriser le pluralisme des médias à un échelon régional. Donc il faudrait aussi sans doute des seuils régionaux pour qu'il y ait un pluralisme de l'information à un niveau régional. Et puis elle permet, par exemple aujourd'hui la loi, elle permet pas d'empêcher un seul propriétaire d'avoir toutes les chaînes d'information en continu, que ce soit un seul propriétaire pour toutes ces chaînes d'information en continu. Ce qui serait effectivement dramatique si Vincent Bolloré mettait la main sur la totalité de ces chaînes-là. Donc il faut réformer la loi de 1986 et il faut la réformer dans un sens évidemment qui va dans le bon sens pour le pluralisme des médias. Et donc ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une réforme de cette loi de 86 et qu'elle aille pas dans le bon sens et qu'elle favorise encore plus de concentration, avec l'argument qu'il nous faut des champions nationaux pour lutter contre les GAFAM et que il nous faut des gros médias. Ce qui est complètement illusoire parce que, enfin voilà, c'est pas Vincent Bolloré contre Google qui va. Enfin voilà, vous voyez bien qu'on est sur des argumentaires qui sont complètement aberrants. Donc ça, c'est une des propositions qui est vraiment née de ces EGPI et qui qu'on porte très très fortement pour la défense du pluralisme et pour le fait que des médias indépendants puissent continuer d'exister. Il y a quelque chose dont on parle pas souvent parce que dans ces débats-là, on est souvent des médias indépendants, mais il y a les médias publics. Le service public de l'information, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en France est encore de qualité et sur lequel il faut vraiment se battre. On en parlait ce midi, mais sur bon bah voilà, vous avez tous peut-être suivi l'histoire avec Guillaume Meurice, humoriste qui est en train de se faire possiblement licencier. Il y a des émissions écologiques qui sont en train d'être arrêtées. Enfin, il faut se battre pour que le service public de l'information reste de qualité. Ça, c'est fait partie aussi d'un média de grande écoute et qui aujourd'hui a un rôle très très important. Et je vais parler juste de deux initiatives qu'on a lancées. En fait, nous, on est très contents d'avoir des médias indépendants et c'est vrai que c'est déjà bien qu'ils existent et qu'ils soient là. Mais on fait le constat qu'on est quand même petit, qu'on est fragile, qu'on est toujours en galère financière, qu'on touche pas une audience aussi large que ce qu'on voudrait. Et donc, par rapport à ça, je suis d'accord que l'éducation aux médias, c'est essentiel auprès d'un public scolaire et c'est aussi essentiel que les médias se diversifient, qu'on soit pas que des médias sérieux. Enfin, c'est vrai que les gens, quand ils disent politique, ils disent, waouh, bon, c'est sympa, mais ça, déjà, c'est pas toujours très optimiste. Et puis c'est pas forcément accessible. Et donc, il y a vraiment un enjeu à ce que les médias indépendants s'emparent aussi de la question du public jeunesse et aussi des classes populaires, voir comment on peut faire des médias qui vont toucher un large public, qui soit grand public. Il y a un livre très intéressant qui par un sociologue qui s'appelle Vincent Goulet, qui s'intitule « Le peuple n'est pas condamné à TF1 » et qui montre justement dans l'histoire des initiatives qui ont été à la fois des médias très engagés et très différents et qui en même temps étaient très grand public, qui étaient des médias qui, ça va de médias très historiques comme Le Cri du Peuple qui avait été lancé par Jules Vallès à des choses plutôt, j'ai plus le nom, mais des radios associatives justement dans des territoires plutôt très très populaires, qui ont montré que c'est possible de faire du journalisme engagé de qualité, d'éducation populaire, un journalisme vraiment d'émancipation et en même temps toucher un public très diversifié. Et ça, pour moi, c'est l'énorme enjeu aujourd'hui qu'il y a dans la presse indépendante et sur lequel il faut qu'on arrive à travailler. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'on est petit, on est fragile, on est un peu tous dispersés. Et donc, il y a les EGPI qui ont permis de se rassembler sur des propositions communes de plaidoyer pour le secteur, mais il y a aussi d'autres projets qu'on essaye de mener. Moi, je porte un projet depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qui est la création d'une maison des médias libres à Paris.
qui est un projet de rassembler dans un lieu commun plusieurs dizaines de médias indépendants. Et donc là, on a, ça fait 7-8 ans qu'on travaille dessus. On a eu beaucoup de discussions avec la ville de Paris. On a perdu des appels à projets. Enfin voilà. Là, il y a un lieu qui peut-être, si c'est enfin voté au Conseil de Paris fin juin, un lieu de 4000 m² dans un quartier populaire, donc à Barbès, dans le nord de Paris, qui pourrait nous accueillir d'ici 2 ans. Après travaux, qui permettrait de réunir de nombreuses rédactions indépendantes dans un même lieu, donc de mutualiser nos forces, de mutualiser nos moyens, de développer plein de projets collectifs, d'avoir un loyer peut-être un peu plus intéressant, d'avoir une salle de débat, une salle où on pourrait faire justement de l'éducation aux médias, des studios vidéo, radio partagés. Enfin tout ça, c'est un projet qui pourrait renforcer très fortement les médias indépendants et donc qui peut se faire parce qu'il y a une foncière qui travaille sur des tiers-lieux qui est intéressée, parce qu'il y a un mécène qui pourrait investir dans ce projet-là. Et donc, on porte ce projet comme un projet vraiment de renforcement du secteur, de l'écosystème des médias indépendants français, enfin, parisiens en l'occurrence, mais nationaux pour une grande partie d'entre eux, dans les prochaines années. Donc ça, c'est un projet très intéressant. Et puis il y a un autre projet qu'on est en train de lancer, qui est tout récent, qui s'appelle COP Média. Vous allez en entendre parler sans doute prochainement dans les semaines ou mois qui viennent. C'est à l'initiative du secteur de l'économie sociale et solidaire qui fait le constat qu'aujourd'hui la question médiatique est un enjeu crucial sur les questions démocratiques et politiques. Et le réseau de l'économie sociale et solidaire, notamment le petit réseau des licornes, qui est un petit groupe d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment de coopératives SCIC, qui se réunit pour dire nous avons un réseau, nous, de clients, de consommateurs, de gens qui font partie de nos réseaux, que ça va de Enercop à d'autres structures de ce type-là, et en disant ces gens-là, on a envie de leur proposer de soutenir les médias indépendants. Donc ça veut dire lever, par exemple, lever des fonds dans un fonds de dotation, dans une coopérative, pour aller soutenir les médias indépendants. Ça veut dire aussi mutualiser de la diffusion dans des réseaux qui d'habitude ne se croisent pas forcément entre ESS et médias indépendants. Donc c'est un projet qui est porté par des médias et par des entreprises de l'ESS pour se renforcer mutuellement, et on se dit que les collaborations et les coopérations entre secteurs un peu qui sont amis, on va dire, de manière un peu ordinaire. Là, il y a un enjeu au vu de tout ce qu'on se dit sur les enjeux, notamment démocratiques et politiques dans les 3 années à venir, qui vont, on espère, renforcer aussi le secteur des médias indépendants. Donc voilà, quelques initiatives positives. Oui, avec un levier d'action qui est important avec COP Média, parce que c'est un peu une arlésienne, mais là on a l'impression que ça peut se concrétiser et qu'on a sûrement un rôle à jouer, parce qu'effectivement ça va être porté en fait via le CTC, le collectif pour une transition citoyenne, qui regroupe à la fois les licornes, donc avec 2 O, c'est une quinzaine de coopératives entre Enercop, la Nef, donc une banque, Mobicop, etc., etc. Et on retrouve aussi des organisations comme l'UFISC avec le CAC, puisqu'on siège tous les deux, comme le CRID, et comme d'autres réseaux associatifs comme ça. Et je pense que là, il y a des chances pour que ça puisse émerger. La loi 1986, donc, elle consacre l'existence, on va dire, des radios associatives telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est donc la subvention socle qui permet aux radios retenues par l'ARCOP d'avoir ce financement structurel chaque année. La loi de 1986 fixe aussi ce qu'on appelle la mission de communication sociale de proximité, voilà, qui est la feuille de route des radios locales, à savoir permettre l'expression des différents groupes politiques, donner la parole aux différentes communautés d'un même territoire, etc. Et Rachida Dati a été très claire au Sénat quelques semaines après sa prise de fonction. Elle attend les résultats des états généraux de l'information, donc commandés par Emmanuel Macron, pour envisager, si nécessaire, une refonte de la loi 1986. Donc il faudra pour nous être évidemment proactif, attentif, offensif, pour préserver, voire doper un peu voilà, la place des radios associatives en ce qui me concerne sur une approche très corporatiste, mais la place aussi des médias indépendants dans une nouvelle loi programmatique autour des médias.
Et donc dans un contexte où Rachida Dati souhaite aussi refonder la gouvernance de l'audiovisuel public, qui évidemment pose la question des moyens et de la fragilisation aussi de l'audiovisuel public tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un dernier point, pour ma part, sur les actions quand même qu'on entreprend, et tu évoquais à travers les exemples Mediacoop et la maison des médias libres, ce que les synergies, les coopérations permettent peut-être d'enclencher. Le DAB+, j'en ai parlé, on est sur une attitude un peu défensive pour essayer de préserver notre place dans un paysage médiatique en mutation. C'est aussi des opportunités pour créer de nouveaux médias. Et ici à Rennes, Quartier des Ondes est une nouvelle radio associative en DAB+, qui s'est installée au Blône et qui permet aussi d'avoir un média local rennais associatif en plus qui porte l'expression des habitants du Blône chaque jour sur les ondes. Donc ça c'est une première chose, avec en mettant en synergie les associations du quartier pour que les différentes communautés puissent s'exprimer au micro de Quartier des Ondes tous les jours. Et à l'échelle de la Bretagne, les radios de la Corlab ont porté un projet de média régional associatif, Radio BOA, pour Bretagne en air, Braise en air, Bertaigne en air, donc une déclinaison en 3 langues, donc un média régional trilingue qui est donc disponible sur l'ensemble du territoire breton. Et donc, c'est une petite originalité en France, hein, c'est un média associatif à dimension régionale, là où les radios associatives sont d'habitude circonscrits sur un vie locale, comme une agglomération comme Rennes, etc. Ben là, on a un programme associatif régional qui permet de confronter les productions des différentes radios adhérentes, un bon reportage sur les enjeux écologiques en rade de Brest. Il est trop bête qu'il ne soit pas diffusé sur l'ensemble du territoire régional. Donc ce média permet une mutualisation des contenus et de porter ensemble un projet éditorial autour de 3 axes éditoriaux qui nous rassemblent. L'expression des langues de Bretagne, puisque c'est un média trilingue en français, breton, gallo, la promotion des arts et de la culture en Bretagne, de Bretagne, en particulier sur le champ de la musique, et enfin la promotion de toutes les actions en faveur des transitions environnementales et sociales. Donc on a réussi à coincer le pied dans la porte en obtenant cette fréquence en DAB+. On est évidemment dans une transition longue, et donc la rupture des usages où la transition des usages de la FM vers le DAB+, va se faire sur le temps long, et pour nous maintenant c'est un travail d'endurance, mais c'est une manière quand même de préserver, squatter finalement une fréquence, littéralement c'est vraiment ça, c'est accéder à la ressource et veiller à ce que la ressource ne soit pas seulement répartie entre les grands opérateurs de l'audiovisuel, puisque en radio, comme en télé, on retrouve les mêmes, hein, c'est le groupe M6, le groupe Lagardère, le groupe Altis et le Radio France. Il y a évidemment d'autres radios indépendantes privées, et qui sont souvent dans leur gouvernance rattachées à d'autres grands groupes. Sud Radio, c'est fiducial, par exemple. Radio Nova, pendant longtemps, c'était Pigas. Donc il est important aussi de bien voir qui se cache derrière des radios qu'on pourrait croire indépendantes. Pour poursuivre sur les leviers, je pense qu'il y a aussi un mouvement important de documenter le réel. Et par exemple, justement, les atteintes. Quand on dit il y a des atteintes à la liberté de la presse, concrètement, de quoi on parle. Un observatoire, l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, a été créé en décembre dernier. Il y a une soirée de lancement en mars et une autre prévue, vraiment, de vrai lancement, enfin, de déjà actif fin mai sur Paris. Splorn fait partie de cet organisme. Et c'est marrant parce qu'enfin, comme quoi, on est quand même plusieurs à avoir les mêmes très bonnes idées. Parce que il y a du coup quelques années, suite à cette pétition pour la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne, on s'est dit ce serait bien quand même de faire un observatoire régional sur les atteintes à la liberté de la presse, donc en Bretagne. Et en fait, il y en a d'autres qui ont eu la même idée, donc du coup on a fait l'observatoire français, on s'est dit bon, on va faire un géant au lieu qu'il soit juste régional. Et donc voilà, donc c'est comme ça que l'OFALP naît, et l'objectif est de recenser, alors de manière exhaustive, on n'y arrivera pas, mais par contre de manière complète et vraiment documentée, sourcée, un maximum d'atteintes pour réussir ensuite à les classer et à pouvoir les qualifier. Et à partir du moment où on arrive à documenter des faits et à savoir de quoi est-ce qu'on parle, quand on dit les atteintes, les pressions, et à partir de là, déjà, on a un levier pour pouvoir aller plus loin et passer à l'étape d'après. Donc cette volonté de pouvoir documenter le réel, bon, déjà c'est un peu le boulot des journalistes quand même, ça a quand même un petit lien,
Voilà, mais donc ça, c'est quelque chose qui était en gestation, et ça y est, là, du coup, les premières pierres sont posées. Il y a une soirée de lancement, donc, en mai, où là, six journalistes de mémoire, en tout cas, plusieurs journalistes vont témoigner, eux, de leur réalité, des réalités diverses et justement nuancées, où on n'est pas dans quelque chose de binaire, qui vont pouvoir déjà, voilà, commencer à expliquer ce qui se passe, et ce travail, du coup, de documentation, se lance, et là, se lancer partout. Donc, il y a des choses comme ça qui bougent, et on est dans une logique, effectivement, de synergie et de se fédérer, parce que je pense que c'est un peu, vous savez, comme le vélo, où on vous dit, faut pas regarder la roue, faut regarder où on va. C'est un peu ce truc-là, quoi. Il faut pas se dire juste, moi, média, je suis en concurrence avec qui, mais de se dire, en fait, on est dans quel écosystème et quelles sont les forces en présence. Et dans la mesure où on est dans une logique de rapport de force, qui est quand même, a priori, assez défavorable, je pense qu'il est essentiel d'être unis et de travailler ensemble. Donc, de se réunir au sein de l'OFAP, c'est une chose, de travailler en collaboration entre les différents médias, en créant des espaces de travail communs. Ce sont des leviers hyper importants pour réussir justement à faire avancer un petit peu les choses et à améliorer la qualité de notre espace médiatique et notre espace public, quoi. Et pour revenir sur la question de l'éducation aux médias, je suis pas sûre que personnellement c'est une très bonne idée. Je suis pas hyper favorable à ce que les médias, peu importe leur obédience, aillent faire de la propagande dans les écoles pour dire ce serait bien de nous connaître. En revanche, faire de la transparence sur les méthodes de travail, je pense que ça c'est un levier essentiel face à la question de la défiance, de venir dire bah voilà comment est-ce qu'on bosse. Et vous prenez des enquêtes, c'est le cas de Splend, mais de plein d'autres médias. Bah, chaque phrase, vous avez des liens hypertextes partout, et dès qu'on écrit quelque chose en disant ce jour-là il faisait beau, on pourrait vous mettre un lien hypertexte vers le bulletin de Météo France derrière, quoi. Et finalement, cette transparence de chaque chose qui est dite, qui est posée, est argumentée et sourcée, d'expliquer ça, bah en fait, je pense que c'est ça qui marche. Et c'est simplement d'être transparent. Je vous prends un exemple. À Splend, la semaine dernière, on était en lycée agricole, on intervenait en lycée agricole, on projetait le film des algues vertes, qu'on nous avait promis un débat mouvementé avec les enseignants et les élèves. Bon, absolument pas. Et on parlait que justement de la méthode de travail, en disant bah dans ce film, comment a travaillé la journaliste, qui est-ce qu'elle est allée voir, quelles sont ses sources, et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Et on a parlé de ça. Et du coup, c'est hyper clair et intéressant. En fait, tout le monde comprend bah, qu'est-ce qu'elle a fait, les différents types de sources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient documentées, enfin que ce soit du papier, des rapports, etc. Et même si on n'aime pas la scène qu'on vient de voir, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bah, peut-être pas mieux en fait finalement. Et je pense que cette transparence sur la méthode de travail, les doutes que l'on a et les angoisses qu'un coup de téléphone peut générer ou qu'une pression peut mener, cette transparence-là, je pense que c'est quelque chose de salvateur pour renouer la confiance et aussi améliorer les relations entre journalistes et sources, quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de faire, que ce soit en milieu scolaire, dans la maison de quartier, n'importe où. D'expliquer comment les journalistes travaillent, comme ça les gens, eh ben, ils peuvent faire pareil, ils peuvent créer leurs propres médias et voilà, et renouveler l'espace public et médiatique. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par le terme éducation aux médias, parce qu'il y a une variété de pratiques pédagogiques derrière. Et il est important qu'on maîtrise notre éducation aux médias. Parce que on entend aussi, parfois, dans le discours de certains responsables politiques, une volonté d'une éducation aux médias très protectionniste, très hygiéniste, pour que l'éducation aux médias soit un moyen de lutter contre l'islam radical, un moyen de lutter contre le cyberharcèlement, ou je ne sais quelle panique morale, ou les fake news, voilà, quelque chose de très, voilà, très protectionniste, alors que Radio Associative, par exemple, mais d'autres collectifs de l'éducation populaire, se revendiquent d'une autre éducation aux médias qui est beaucoup plus par le faire-faire, par l'appropriation des médias, par l'expérience vécue, plutôt que par un récit vertical de ce que serait une bonne pratique informationnelle ou médiatique. Donc il y a aussi un besoin de vraiment revendiquer notre éducation aux médias, et c'est tout l'enjeu d'un plaidoyer qui est en construction ensemble en Bretagne avec plusieurs acteurs de l'éducation aux médias. Bonjour, moi je m'appelle Léane, je travaille à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine et je suis aussi membre du comité de rédaction d'Orient 21, qui est donc un média indépendant qui travaille sur le monde arabo-musulman. C'est super intéressant vos interventions, merci beaucoup. Dans cette question des leviers d'action, il a été un peu question des lecteurs. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vraiment à quel point ils participent, ils sont actifs justement dans Politis, comme tu as dit que vous avez 500 lecteurs qui contribuaient au fonctionnement de l'association.
Parce que moi, ce que j'observe avec Orient 21, donc Orient 21, c'est un média qui travaille sur les pays arabes en majorité et qui a une position politique très claire, en fait, voilà, par rapport à la Palestine, et donc et qui a une très grande liberté de parole, étant donné qu'on est financé par nos lecteurs, par des dons chaque année. Donc c'est un modèle précaire, mais ça permet de dire ce qu'on a envie de dire. Et on a remarqué, en fait, depuis le 7 octobre, en fait, on est devenu une sorte d'espace refuge pour les gens, parce que les attaques contre les libertés de la presse, elles concernent la presse, mais elles concernent aussi de plus en plus les personnes dans leur quotidien, sur leurs réseaux sociaux, dans la manière dont le langage est policé, dans les attaques énormes qu'on reçoit, dans les manipulations de terminologie qui sont retournées contre les individus, quel que soit leur travail, quel que soit leur domaine. Nous, à l'association dans laquelle je travaille, à la plateforme, on appelle ça des restrictions de l'espace civil, et on a tout un rapport qui explore un petit peu comment ces attaques sont menées et puis comment on peut y résister collectivement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rapprochement qui se fait de plus en plus entre les médias indépendants et leurs lecteurs et lectrices. Le rôle des lecteurs citoyens et alors bon, Splint c'est un exemple emblématique maintenant, mais moi je me posais aussi la question par rapport au FPL que tu as mentionné, le Fonds pour la presse libre, qui, d'après ce que je comprends, fonctionne aussi avec un appel de fonds pour permettre de l'investigation, et tout se passe comme si l'investigation disparaissait des médias traditionnels, et que c'était pris en charge par des médias indépendants, grâce justement à ce rôle des habitants citoyens, des lecteurs citoyens. Donc peut-être aussi l'articulation du coup entre FPL et puis Splint, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de points communs, mais c'est pas la même échelle, c'est peut-être pas aussi la même manière de travailler. Merci. Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. Sur la question des atteintes sur les lecteurs, en fait, je suis pas d'accord avec vous, dans le sens où je pense pas qu'il y ait d'abord des atteintes aux journalistes et après aux lecteurs. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense qu'une fois qu'on arrive aux journalistes, en fait, il y en a plein qui s'en sont pris plein les dents avant. Et je pense que le journaliste, c'est un peu, au contraire, le dernier, ou un des derniers. Et ça permet aussi de remettre... pas au centre, mais au bon endroit, le rôle du journaliste, dans le sens où, en France, on a des lois qui protègent le journaliste, et le journaliste, du coup, son rôle, c'est quand même de faire bouclier par rapport à ses sources. Je prends le secteur agricole, en secteur agricole, en fait, son lieu de vie et son lieu de travail, c'est la même chose. C'est complètement superposé. Donc ça veut dire que quand on a des problèmes au boulot, on a des problèmes chez soi, dans la cour de chez soi, il y en a des gens qui viennent toquer à la porte. Et à un moment qui est censé être convivial, qui est, viens, on va prendre un café, en fait, c'est des moments de négociation et de très très forte pression dans le secteur agricole. Donc c'est pas du tout sympa, enfin pas toujours, de prendre un café. Parfois il y a des cafés, c'est vraiment très sympa, mais bon, pas toujours. Donc cette superposition fait qu'il y a beaucoup d'enjeux d'anonymat et de protection. Et justement, le travail du journaliste, en vérifiant les sources, en les recoupant, c'est de pouvoir anonymiser ces sources-là et publier. Et du coup, c'est le journaliste qui vient parler publiquement et pas justement ces sources. Et justement, pour moi, le journaliste a ce rôle de porte-voix et de bouclier pour protéger justement les sources, et les lois sont là pour ça. Donc quand on arrive à atteindre le journaliste, à faire pression sur le journaliste, il y en a quand même pas mal derrière qui ont morflé. Et il suffit de regarder ce qui se passe sur les lanceurs d'alerte pour voir quelle est leur vie, quoi. Je vais avec un des lanceurs d'alerte qui, entre les procès, la perte de leur boulot, la perte de leur revenu, leur qualité de vie derrière, bon, ils ont quand même, au nom de l'intérêt général, ils ont mis en péril leur propre vie, que ce soit physique ou leur qualité de vie. S'ils devaient recommencer aujourd'hui, je pense qu'ils se reposeraient quand même la question, quoi. Et toujours est-il que sur la question, en tout cas, journalistes et lecteurs, effectivement, il y a un lien étroit qui se noue particulièrement avec des médias qui essayent d'être en relation avec leurs lecteurs. Et la notion de communauté, je trouve qu'en fait, elle s'est beaucoup développée avec la question des réseaux sociaux, sur le ton, la manière d'écrire des médias sur les réseaux sociaux. Et je trouve que les médias indépendants qui se financent, entre autres, sur la question du don, forcément, si on demande aux gens de l'argent, faut rendre des comptes derrière, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que Splint, mais comme plein d'autres médias, on est vachement présents sur des événements comme ici, dans des festivals où on tient des tables rondes. En fait, on vient rendre des comptes, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout le mouvement qu'on veut faire dans nos enquêtes. Enfin, je veux dire, on passe notre temps à interpeller les services de l'État pour leur dire vous avez pris l'argent du contribuable, vous en faites quoi, s'il vous plaît?
Donc on se dit, bah, faut qu'on fasse la même chose pour nous. Donc à nouveau, c'est la question de la transparence. Et c'est comme ça qu'on fait du lien avec des lecteurs qui peuvent aussi les convaincre en étant transparents sur ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, qui peuvent après se dire, ah, bah, moi j'ai des trucs à dire aussi, j'ai des documents, et peut-être que je vais les donner. Et effectivement, là, il y a un lien qui se tisse de plus en plus et qui permet de faire une espèce de communauté géante, quoi. Donc effectivement, il y a tout ça qui est en lien. Et sur la question du Fonds pour la presse libre, c'est un fonds de dotation. Spland a reçu une dotation de mémoire l'an dernier de 15 000 €, si je me souviens bien. J'espère ne pas me tromper sur le montant. On va retrouver. Oui, c'est notre rapport d'activité qui est en ligne sur Internet, vous pourrez le retrouver. Mais voilà, donc on a eu un fonds de dotation et qui est donné sur différents médias. Et effectivement, juste sur l'investigation, c'est vrai que dans les médias en général, l'investigation, ça coûte juste super cher, ça prend vachement de temps, il faut plein de monde. Voilà. Donc c'est d'ailleurs c'est pour ça que ce plan on s'est créé, pour créer nos propres espaces médiatiques. Et on voit que ça fonctionne parce qu'en fait, oui, c'est dur de demander de l'argent aux gens, mais en fait, les gens donnent de l'argent. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un besoin, il y a quelque chose quand même. En tout cas, si les gens sont prêts à donner de l'argent, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et du coup, je pense que c'est à nous justement d'être le plus exemplaire possible. On sera pas parfait, mais de rendre des comptes, d'être transparent et de faire le boulot correctement. Et comme ça, de garder vraiment ce lien avec les lecteurs. Sur le lien aux communautés, quelles sont les communautés d'auditeurs, auditrices des radios associatives locales? Ça va dépendre des radios, mais on a quand même quelques intuitions. Et on peut voir qu'il y a une relation affective entre les habitants d'un territoire et sa radio qui s'exprime en temps de crise. Les radios qui traversent des situations délicates, s'en remettent parfois à des crowdfunding, des campagnes de dons où on voit un soutien extrêmement fort et vraiment affectif, quoi, avec des mots très chaleureux adressés à la radio. Radioactive en Côte d'Armor, son émetteur est tombé avec la tempête Kiaran. Donc voilà, la radio ne peut pas diffuser pendant plusieurs semaines. Elle fait appel à ses auditeurs, auditrices pour pouvoir racheter un émetteur. Et on a une campagne qui est en 48 heures quasi atteinte. Donc on peut mesurer l'attache affective de nos auditeurs, auditrices dans ce type de moment. On avait fait un travail sur l'utilité sociale, on avait interrogé un panel d'auditeurs, auditrices, et on avait vu que l'attache affective très importante avec les radios locales associatives, en fait, c'est l'absence de publicité. C'est-à-dire que les gens sont soulagés de pouvoir écouter la radio 2 heures d'affilée sans avoir le moindre publicité. Ça, on voit que c'est un critère de choix très important. Et après, c'est l'éclectisme musical. Où là, les gens nous racontent, moi, j'ai eu ma première épiphanie en métal en écoutant ce morceau-là à 14 ans dans la voiture de mon père, dans la 205. C'est vraiment des choses qu'on reçoit régulièrement, où les échanges qu'on a avec les auditeurs, auditrices tous les jours, c'est ceux qui nous demandent est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le morceau que vous avez diffusé avant-hier à 16h27. Donc on le mesure comme ça. Et après, on sait qu'il y a 3 aspects sur lesquels nous on a une spécificité. En Bretagne, c'est évidemment sur la défense et la promotion des langues de Bretagne, où là on a une communauté, des communautés linguistiques, qui soutiennent les radios, qui mettent en avant du breton et du gallo. Donc là on sait qu'on est dans un réseau communautaire linguistique dédié, et c'est pas un gros mot, communautaire, c'est quelque chose qu'on revendique. On sait qu'on est des médias aussi d'opinion, et qu'on est les porte-voix de nombreuses luttes. Alors ça nous ancre dans le champ de l'ESS, mais ça nous ancre aussi dans des champs militants qui se reconnaissent dans notre traitement éditorial et qui partagent nos contenus et qui savent qu'on est des supports de dissémination de leur plaidoyer. Eau et Rivières de Bretagne, quand ils viennent chaque semaine à Radio Évasion faire de la médiation sur la protection des rivières, ils repartent avec le podcast qui publient sur leur site, qui renvoient sur leur propre réseau, qui se servent après dans des formations avec leurs adhérents, etc. Donc les radios sont aussi des supports de dissémination des luttes, on va dire. Et puis après, vous voyez, je viens ici faire mon petit speech, mon petit plaidoyer ordinaire. C'est pour aussi convaincre les acteurs et les actrices de la culture que c'est sur les radios associatives et les radios locales qu'on peut aussi défendre un métier, un savoir-faire, des pratiques et un éclectisme musical et culturel qu'on ne retrouve pas forcément dans des médias privés nationaux, même s'il y a des très belles stations. Je suis en train de dire.
Il y en a des biens, ouais. Mais qu'il y en a aussi des moins bien. Et par exemple, le service public, ce que le France Bleu propose à l'échelle de notre territoire, je trouve que c'est assez décevant de ce qu'on pourrait attendre d'un service public qui jouit en plus de fréquences extraordinaires, disséminées sur tout le territoire, et qui s'est spécialisé sur un traitement éditorial que je trouve un peu navrant par moment, sur la question des musiques, sur la question de l'expression des arts, de la culture, et je pense que là, on a une vraie spécificité là, éditoriale à revendiquer. Quoi. Ouais. Il nous reste 5 bonnes minutes pour des dernières questions, donc y aller. Moi j'ai une. Ah, pardon. Bonjour, c'est Golène Prisque. Je suis d'un côté sociologue, notamment du journalisme et des médias, et de l'autre côté élu de quartier. Je me posais la question de la définition des médias indépendants, et on voit de plus en plus des gros médias, comme Ouest France par exemple, se revendiquer comme médias indépendants pour s'accrocher un peu au train des initiatives qui sont en train de prendre forme, qui viennent plutôt des médias que moi j'appellerais de manière un petit peu générique, alternatifs, même si chacun met des choses différentes derrière, mais voilà, avec des médias davantage tournés vers l'investigation, d'autres une optique plus directement militante, plus politique, d'autres avec qui portent des thématiques plus spécifiques. Mais en tout cas, tout ça formait une mouvance qui était restée marginale. On parlait tout à l'heure de la place que ça avait entre... enfin voilà, pendant longtemps, c'est resté très marginal, et ceux qu'on appelle parfois les médias mainstream ou généralistes, qui occupaient une place dominante. Bon, ces médias sont de plus en plus contestés, notamment à la faveur de leur valorisation. Et donc, il y a plein d'initiatives qui sont en train en quelque sorte, de se coordonner, et de sortir de leur isolement, de sortir de leur marginalité, et notamment avec l'OFALP et avec donc voilà, tout ça prend, et il y a des gros médias qui essayent quand même de prendre ce train-là, j'ai l'impression. Et puis après, dans les acteurs du monde journalistique, les syndicats de journalistes, qui essayent aussi de se mettre dedans, alors qu'ils étaient quand même plutôt représentatifs des journalistes travaillant dans les médias plutôt dominants. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette définition de médias indépendants? Ça a été dit tout à l'heure que c'était mis à toutes les sauces. Je crois qu'il y a vraiment des luttes de définition super importantes aujourd'hui. Et puis peut-être une autre question en lien avec d'autres travaux que je mène, mais c'est aussi à la fois les modèles économiques et les modes de rémunération. Donc d'abord dans vos propres médias, vous avez parlé des modèles économiques généraux, mais comment sont rémunérés vos journalistes, sous quel statut à la fois de journalistes et en termes de mode de rémunération? Est-ce que parce que voilà c'est forcé. Il y a une part de bénévolat il y a une part d'engagement qui veut dire qu'on accepte aussi d'être moins bien payé que dans d'autres médias, mais jusqu'à quel point on peut exploiter ça. Et puis, voilà, comment on arrive à gérer cette quadrature du cercle aussi du modèle économique, parce qu'il y a un modèle économique derrière à trouver pour rémunérer les gens. Ouais. Peut-être pour éviter trop de frustration, quand on arrive à la fin, on va prendre les dernières questions groupées pour essayer d'y répondre. S'il y a d'autres questions. Ouais. Moi, je suis Mariama et je travaille pour la Maison des citoyens du monde basée à Nantes. Et donc là, la question que je pose, c'est quelle synergie d'action on peut créer, parce qu'on coordonne le Festival des Solidarités en Pays de la Loire. On a du mal à mobiliser des journalistes, que ça soit, en tout cas avant, je pense que Ouest France arrivait à couvrir les événements, et puis d'autres radios aussi, d'autres médias. Et là, en ce moment, c'est un peu plus difficile. Or là, quand j'entends les échanges qu'on a eus tout à l'heure, toutes les informations, j'ai l'impression qu'on est dans le même bateau, et puis mené par le bout du nez et par ces gros bonnets.
Donc, c'est des luttes qui ne sont pas tellement éloignées et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à créer cette synergie d'action. Merci. Est-ce qu'il y a Germain? Désolé, je reprends la parole, mais sur Germain du CRID et sur la dispersion, parce que ça a été abordé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a énormément de médias, et c'est tant mieux, on va pas voilà, on va pas le regretter. Mais bah, du coup, on ne sait pas à quel média s'abonner, quoi. Et on peut très bien être pour les journaux indépendants et pour autant favoriser un abonnement à Netflix que à Politis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi il faut assurer une forme de visibilité quand on est un média, et ça c'est pas facile à faire. Et je sais pas, Agnès, vous parliez tout à l'heure de l'Arcom là qui doit rendre sa décision. C'est vrai que j'aimerais bien en savoir plus. Alors j'ai bien compris que pour l'instant on n'a pas toutes les informations, mais peut-être que c'est dommage qu'il n'y a pas eu, on n'ait pas saisi cette opportunité pour contrebalancer CNews. Parce que le problème, c'est pas CNews en tant que tel, même s'ils disent des atrocités. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour contrebalancer ce qu'ils disent, quoi. Et que peut-être que c'est aussi vers ça qu'il faudrait se tourner. C'est ok, c'est bien qu'il y ait plein de médias indépendants, c'est très bien. Mais c'est aussi bien peut-être qu'on assure une forme de visibilité ou peut-être un abonnement commun ou, enfin, je sais, il y aurait des choses à mon avis à réfléchir. D'ailleurs, il y a certainement déjà des choses qui ont été réfléchies là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de se poser cette question-là. Ouais. Je pense qu'en s'adressant à Agnès, tu t'adresses à la bonne personne parce qu'elle travaille depuis longtemps sur tout ça. D'autres questions ultimes? On peut, du coup, il est l'heure. On fait peut-être un dernier tour de parole sur le plateau. On commence par qui vous voulez. Ouais. Merci. Je ne vais pas répondre sur tous les points, juste répondre à la question de rémunération des journalistes. Parce que, hormis être journaliste pour ce plan, je suis aussi journaliste pigiste, c'est-à-dire que je suis payée à l'article, donc je travaille pour différents médias et j'ai présidé pendant plusieurs années l'association Profession Pigiste, qui est l'association nationale des journalistes rémunérés à la pige. Je suis donc un peu bien placée pour en parler. Asplan, et donc effectivement, la question de... en fait, souvent, il y a eu pendant longtemps une pub de France Info qui disait « le journalisme, c'est une passion ». Sauf qu'en fait, une passion ne paye pas un loyer. Donc non, c'est important que même si on aime beaucoup le média, on aime beaucoup la cause, on aime beaucoup tout ce qu'on veut, en fait, non, c'est un métier, on travaille, et donc il faut être rémunéré à la hauteur. Il y a les textes de loi, il y a un code du travail qui existe, une convention collective des journalistes, et donc les journalistes doivent être tous payés en salaire, en respectant cette convention collective, et pas en facture. Je le précise, parce que c'est une tendance qui se développe, qui est illégale, et de plus en plus répandue. Ce n'est pas le cas à Asplan. À Asplan, nous payons les journalistes comme il se doit, c'est-à-dire avec, j'allais dire contrat de travail, pas du tout, avec la convention collective des journalistes, la pige, enfin tous les droits qui vont derrière, à un tarif tout à fait correct. Moi, en tant que journaliste, enfin, clairement, j'ai jamais eu d'aussi bonnes conditions de travail, je veux dire autant d'argent que de temps et de qualité éditoriale et relationnelle pour faire des enquêtes. Donc voilà, donc à Asplan, effectivement, on a bien en tête, et sur la question de la séparation entre le temps de travail rémunéré et bénévole, même si c'est partie d'un noyau de bénévoles, ça fait partie effectivement de nos réflexions, comment est-ce qu'on sépare un petit peu les deux. Donc tout ce qui relève de l'enquête journalistique est rémunéré, les illustrations, que ce soit les dessins, les infographies, sont rémunérées, la traduction en breton, la relecture avocat est rémunérée, le travail du comptable et la communication. Et en fait, ce qui est bénévole, ça peut être des temps d'animation, enfin, comme sur des événements, le festival ou des choses comme ça. Mais en gros, tout ce qui fait la compétence professionnelle, en tout cas, en l'occurrence du journaliste ou de l'avocat ou de la traduction, est rémunéré. Globalement, c'est ça, notre cœur, c'est le journalisme, et donc ça, c'est ce qu'on rémunère. Sur Ouest France, votre question, madame, moi aussi, j'ai le même avis que vous, qu'il y a un petit storytelling de Ouest France qui consiste à dire que c'est un média indépendant, puisque une gouvernance structurée autour d'un comité de... Oui, voilà. Ouais, l'association de la démocratie. Oui, voilà. Bon, une manière de dire que c'est pas la famille Hutin qui est derrière. Enfin, j'ai vu un petit peu franco, mais c'est vrai que je trouve que la manière dont Ouest France cherche à se étiqueter comme média indépendant, voilà, me laisse un peu perplexe.
Le journal Ouest France vit essentiellement de revenus publicitaires en grande partie issus de la grande distribution, ce qui peut-être explique le fait qu'il y ait très peu d'enquêtes d'investigation dans Ouest France sur ces enjeux-là, par exemple. En radio associative, la question des rémunérations, on est très rarement journaliste en radio associative, on dépend de la Convention nationale de la radiodiffusion, puisque la convention de journalisme, on va dire, ça coûte trop cher à une radio. C'est des statuts qui sont trop onéreux. Donc on va privilégier le statut d'animateur, technicien, réalisateur, avec une convention collective mal définie, insuffisamment définie notamment pour les nouveaux métiers qu'on observe dans nos radios, notamment sur les enjeux d'éducation aux médias. Et puis les radios vivent beaucoup des bénévoles qui animent, produisent des contenus et qui gouvernent les radios. Le recours au service civique est régulier et fréquent. Et parfois, on fait des contrats à 0,8 ETP et on sait bien qu'on va miser aussi sur la passion non, mais c'est vrai, c'est des choses qui existent. Donc il y a une précarité en radio associative et c'est en moyenne 4 salariés par radio dans les radios de la Corlab, donc c'est quand même de toutes petites équipes, quoi. Et pour enfin rebondir sur votre question, madame, comment on fait synergie pour être ensemble sur des événements comme vous organisez et parfois vous faites peut-être le constat qu'il n'y a pas de bonne couverture médiatique. Avec le projet de radio régionale, c'est justement ce qu'on a essayé de faire ensemble. Le plateau qui sera co-animé tout à l'heure par Syllab et Canal B, il sera repris par Radio Boa pour une diffusion sur l'ensemble de la région en DAB+. Et sous l'égide de l'affaire Aroc, c'est un plateau qui est repris à Arras, à Béton, à Limoges. Donc on partage des émissions, c'est assez techniquement c'est assez simple, hein, on reprend le flux, on le rediffuse. Et donc voilà, ces synergies, on tente de les bâtir pour que d'un événement local, on puisse construire un écho médiatique un peu plus élargi, plus régional. On n'y arrive pas tout le temps, mais voilà, ce sont nos modestes tentatives. Moi, j'ai tenté de répondre à quelques questions aussi. Sur la question de Ouest France qui se dit indépendant, moi, je trouve ça plutôt... Enfin, je vais essayer de voir le côté positif. C'est bien que ce soit désirable comme terme de se dire média indépendant. Ça veut dire que quelque part, on a gagné une bataille puisqu'on est quelque chose de désirable en tant que média indépendant. Et donc voilà, après, il va falloir effectivement être clair sur la définition pour que tout le monde se dise pas je suis un média libre ou je suis un média indépendant et qu'on soit pas, voilà, que ça soit pas galvaudé, mais c'est quand même positif aussi que ce terme-là soit désirable. Sur la question de la rémunération, vous l'avez déjà répondu, hein, on a une convention collective, on respecte les choses. Après, c'est dur en tant que média indépendant, avec les fragilités économiques, de pas être dans l'auto-exploitation, on est effectivement souvent dans des bas salaires par rapport au secteur médiatique, et donc ça c'est quelque chose qui est toujours une question qu'on a, c'est jusqu'où on va et jusqu'où à un moment donné on se dit là on dépasse la limite de ce qui est difficile à vivre pour des gens, et donc il faut peut-être changer de modèle économique, il faut peut-être faire différemment. Et c'est des questions effectivement qu'on se pose souvent. Sur la question juste tout à l'heure sur la participation des lecteurs, juste pour dire que il y a plein de modèles économiques différents, et il y a souvent sur les dons, ça permet aussi d'avoir des médias en accès libre qui permettent de dire chacun donne selon ses moyens, et ça permettra à un grand nombre de personnes de lire. On a aussi ça dans les médias en accès payant comme peuvent l'être Politis. Bon, déjà, on a une partie de nos contenus qui sont en accès libre pour justement toucher une plus grande communauté que la communauté seulement des abonnés. Et aussi, on propose à nos abonnés, par exemple, de faire des abonnements bienfaiteurs, donc de payer beaucoup plus pour justement pouvoir permettre de proposer. Là, actuellement, on propose un abonnement à 1 € pendant 3 mois, justement, pour que ce soit accessible à tous, et que c'est contrebalancé par le fait qu'il y a des gens qui ont plus de moyens et qui vont payer plus leur abonnement en contrepartie. Donc, il y a des systèmes comme ça d'entraide qui font justement on essaye d'élargir nos communautés pour que ce soit pas des communautés de gens qui ont les moyens de se payer un accès à des médias parce qu'ils ont les moyens de payer 10 € chaque mois. Donc ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, et 1 € par mois, ça permet quand même que quelqu'un qui a envie de s'informer peut accéder à une information de qualité, à une information différente de ce qu'on voit dans les médias mainstream. Et sur la question de la synergie d'action, évidemment, le slogan de Politis, c'est défricher les idées, nourrir les combats. Donc on a envie de tous les nourrir, les combats, et de tous leur donner de l'écho.
c'est une question de moyens, et bon, plus il y aura des moyens dans les médias indépendants, plus on pourra justement diffuser de l'information sur toutes les alternatives, toutes les initiatives, toutes les entreprises associatives qui sont menées sur tous les territoires, et ça c'est quelque chose d'essentiel pour que ça nourrisse aussi justement, enfin qu'on diffuse tout ce qui se passe dans ces initiatives-là. Et sur la dispersion des médias, je suis absolument complètement d'accord. Moi, c'est mon leitmotiv depuis que je suis dans les médias indépendants d'œuvrer au renforcement de l'écosystème des médias et d'œuvrer à des synergies entre médias. Faire un contre CNews, ok, mais ça coûte des dizaines de millions d'euros, donc ça, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on est quand même... c'est très compliqué parce que si ça passe pas par de l'épargne de gens qui ont de l'argent, c'est complexe de lever plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire vivre l'équivalent de CNews, enfin voire milliards. C'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on n'a pas les moyens. Du coup, là, les projets qu'on développe, c'est une plate, par exemple, là je travaille sur une plateforme d'abonnement collectif où il y aurait peut-être une dizaine, une vingtaine de médias qui viendraient proposer un abonnement commun, soit à des tarifs réduits en disant vous abonnez à 3 médias, bah, vous avez un tarif réduit par exemple, donc ça incite à s'abonner à plus de médias, ça fait connaître les uns les autres, voire même un bouquet de médias, vous abonnez à 10 médias, et ben on vous fait un tarif ultra préférentiel. Voilà, c'est des choses qui vont pas forcément être hyper accessibles parce que si on dit le bouquet il est à 20 euros, bah forcément tout le monde pourra pas se l'offrir, ou 30 euros, mais c'est des stratégies qui permettent de renforcer la mutualisation entre les médias, déjà de faire connaître à nos abonnés respectifs les autres médias. Et moi ce que je défends depuis très longtemps, c'est de dire on mutualise, on crée des groupes de presse, en face il y a des groupes de presse, créons nos groupes de presse à nous et mutualisons nos moyens pour justement créer des effets d'échelle qui font que on passe certains murs du son, certaines barrières pour justement être beaucoup plus audible dans l'espace médiatique et public. Et ça, je pense que c'est vraiment les leviers sur lesquels il faut qu'on aille demain. Rejoindre les jeunes, rejoindre les classes populaires, faire des synergies pour que on soit plus fort et pour qu'on soit pas des petits face à des gros mastodontes que sont aujourd'hui des médias comme l'Empire Bolloré, par exemple. Merci pour ce mot de la fin, parce qu'on aurait pu continuer longtemps, mais on est rattrapé par l'horloge. De toute façon, pas de panique, on pourra continuer après l'atelier suivant, à l'heure de l'apéro, je pense, de manière informelle. Donc, à très vite pour la suite. Merci à vous de vos interventions.